Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires, en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival du film et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Comme vous le savez, la marque d'accastillage Carver est un partenaire fidèle d'Into the Wind. Et en cette année de Vendée Globe, les ingénieurs et les techniciens de cette société française, qui exporte près de 70% de son chiffre d'affaires, ne chôment pas. La quasi-totalité des IMOCA sont en effet équipés en Carver, près de 80% ont choisi leur hook émerillon externe, plus de 60% utilisent un emmagasineur Carver, et je ne vous parle même pas des poulies et des bloqueurs. On me dit aussi qu'on trouve des Carver sur certains bateaux de la Coupe d'Amérique, mais c'est top secret. Bref, pour votre bateau de course ou de croisière, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bonjour Loïc Perron. Bonjour. Nous sommes dans ta cuisine, Oui. au Pouliguen, après un petit café. On voit la mer au bout du jardin. On voit les cargos en attente d'entrer dans la Loire. On voit le phare de la Banche, voilà, pardon. Je connais moins bien le coin. Et on voit bientôt les futures éoliennes du banc de la Banche. Et on voit bientôt les futures éoliennes. On va passer un petit peu de temps avec toi. Merci de nous recevoir pour ce nouvel épisode d'Into the Wind. Il est fort probable qu'on fasse 2 épisodes. C'est un minimum. de cet enregistrement. On a de la place sur la carte mémoire. On a un petit peu de temps devant nous. Donc on va y aller parce que t'as quand même une longue carrière. Je discutais ce matin avec ma femme avant de partir. J'ai quand même le seul gars qui a fait, ou l'un des rares gars qui a fait et la Mini Transat et la Coupe de l'Amérique. Ça court pas les rues. C'est vrai. D'avoir fait un peu les 2 extrêmes du spectre. Voilà. On va parler de tout ça. Avec plaisir. Et avant, on va parler un petit peu de ton actualité. Tu me disais que tu t'étais mis au bateau à moteur. Oui. T'es devenu convoyeur de bateau à moteur, c'est ça? Pas vraiment, mais c'est vrai que mon petit frère a un bateau. Il est toujours un peu en avance, en fait, sur mes choix. Il a raison. Mon jeune frère Stéphane, le véliplanchiste, qui a juste 1 an de moins que moi. On est jumeaux à 1 an d'intervalle. On est nés le même jour. Et dans la famille, pour parler que de ça, il y a le grand frère, évidemment, Bruno. Puis on a 2 frangines, 2 sœurs jumelles. Un peu plus jeune que nous. Toujours est-il que Steph est toujours passionné de tout ce qui navigue, il a envie d'être un peu tranquille, et il s'est mis au moteur. Alors moteur à explosion, du diesel. Depuis très longtemps, il a un petit Réa 750, un petit bateau de pêche, mais c'est parfait pour tous les jouets, pour mettre les kites, les wings, tous les jouets avec lesquels on a encore un peu l'occasion de s'amuser. Et là, il est passé au modèle un petit peu au-dessus. Super. Oh, c'est vachement bien. C'est vachement bien parce que non, mais il y a une constatation intéressante. J'adore faire de la croisière, évidemment, et tout le monde adore, même ceux qui sont censés faire un peu de course au large. On aime beaucoup emmener notre famille quand on a l'occasion de le faire. La constatation est assez simple. Quand on a la chance de faire du catamaran de croisière de base, normal, des caravanes flottantes, un peu qu'on trouve un peu partout en location, on fait quoi ? 70-80% de moteur. C'est un drame absolu. Seules quelques marques de jolis catamarans, on en parlera tout à l'heure, efficaces, réduisent énormément les heures moteurs parce qu'ils sont efficaces à la voile. Mais ce qui est disponible sur le marché de la loc, c'est essentiellement. Et je trouve que c'est un travail que je fais, si on veut parler de mon actualité, ça fait des années que je décide mon bateau de rêve, mon bateau de croisière de rêve. Ça a d'abord été toujours un multicoque, évidemment. Et depuis 2 ans et des brouettes, c'est un trimaran à moteur, avec un petit peu de voile. Et c'est une itération, c'est le même bateau que tu modifies en permanence ? En permanence, constamment. C'est mon arlésienne ou ce rêve que je vais jamais assouvir, j'espère, pour que ça reste un rêve d'ailleurs, mais j'aimerais le construire. Alors bon, j'ai des copains avec qui je travaille dans des chantiers navals, à qui je parle de ce projet-là, parce que je trouve que c'est une vraie réflexion très intéressante d'essayer d'imaginer le bateau de croisière du futur, ou de demain d'ailleurs, pas besoin d'aller aussi loin, qui allie toutes ces technologies fascinantes d'énergie, d'hybridation, d'alternatives véliques, pas seulement. On est complètement à la ramasse, en fait, en termes de voiles, si on raisonne bien. Nos voiles, on est toujours sur des mâts qui génèrent de la compression énorme, des vibrations colossales, des bouts de tissu qui se déforment pas, certes, mais c'est toujours tout plat, avec une efficacité qui n'a pas changé depuis Christophe Colomb, et même avant, à peu de choses près. C'est assez étonnant qu'on n'avance pas. Seule la coupe et d'autres domaines avec les ailes qui peuvent se permettre d'avoir une grue tous les soirs pour ranger les voiles au garage. Mais il y a des alternatives qui commencent à poindre, qui commence à arriver sur le marché, et j'aimerais éventuellement être un assembleur de ce type de choses. Donc ça, oui, c'est une actualité de penser plutôt au bateau de croisière, et je rebondis tout de suite. Et en fait, j'ai la chance de travailler avec le groupe Grand Large qui fabrique ces jolis catamarans de croisière, les outre-mer et les gunboats, qui sont vraiment des bateaux de voyage, des bateaux de propriétaires et pas des bateaux de location, paradoxalement. Et c'est passionnant.
Bon, après, louer un gunboat 68, c'est pas à la portée de, Ah pas à la portée de tout le monde. non, bien sûr. C'est pas sur le marché. Non, ce sont des niches, évidemment, d'objets de luxe. Mais grâce à qui ses propriétaires font en sorte que l'un des plus beaux chantiers navals de multicoque aujourd'hui de croisière, c'est en France et à la Grande Motte, tout simplement. C'est assez dément. Il n'y a pas mieux sur la planète. Hein. Donc, c'est un honneur que de pouvoir travailler avec eux. Aujourd'hui, tu as cette vie que tu as beaucoup menée. Tu as une vie avec des projets structurants, etc. Et puis, tu as aussi eu une vie un petit peu de pigiste, comme on dirait dans le monde de la presse, ou de freelance, à papillonner d'un projet à l'autre. Et tu as toujours adoré ça, à faire plein de choses. Quand on regarde ta carrière, il y a toujours un moment où, même quand tu es sponsorisé par Banque Populaire, tu vas aller faire une interligue de match race en classe 8. Quoi. Ouais. Voilà, il y a toujours eu ce côté-là. Et là, aujourd'hui, en fait, on a l'impression que tu dégustes cette partie-là de fin de carrière, il faut bien appeler ça comme ça. Exactement. Et à faire des petits coups à droite à gauche comme ça là. Donc tu dégustes cette partie-là de ta carrière. Oui, c'est assez agréable de ne plus, et ça fait longtemps que c'est mon cas en fait, de ne plus être responsable d'une écurie. Mais par exemple, l'année dernière, tu as fait du Figaro, donc tu avais un projet qui te structurait. Voilà. Il fallait. Mais là, c'était tout seul, ou du moins à deux, avec Amélie Grassi, ou avec une toute petite équipe, et ça, c'est vraiment à échelle humaine. Mais c'est vrai que de diriger une équipe où j'ai plus du tout envie, ni même les compétences d'ailleurs, et je sais même pas si je les ai eues un jour, hein, la direction elle-même d'équipe, c'est pas vraiment mon truc. La direction d'un équipage, pourquoi pas, mais c'est pas la même chose. Et en fait, la dernière fois que j'ai eu cette expérience, c'était Gitana, me semble-t-il. Après, j'ai toujours été une sorte de salière sur une table, hein, c'est tout. Hein, déjà bien dressé, mais pour mettre un petit peu de sel, c'est le cas de le dire, ou en enlever parfois. Mais là, ce que je veux dire, c'est que là, tu as vraiment tu enchaînes les petites missions, entre guillemets, où c'est le plaisir qui domine, en fait, de ce que je comprends. J'ai un parallèle j'adore piloter des avions depuis toujours, des hélicos, des autogiers, enfin tout ce qui se pilote depuis longtemps. Et là, aujourd'hui, je me prends pour un planeur. En gros. Donc, je suis un planeur. Un planeur, si tout le monde comprend. C'est le titre de l'excellente interview que tu as donnée à Tip & Shaft il y a un an. Déjà, je suis comme un planeur qui atterrit. Et ben voilà. Non, qui n'atterrit pas encore, justement. La fin de la phrase, c'était « Mais l'atterrissage n'est pas encore pour Exactement. maintenant. » Je vois même pas la piste, mais je sais que je suis en longue finale. Tranquillement, je vais me poser un jour, comme tout le monde, inexorablement. On va tous toucher le sol d'une manière fracassée ou pas. Et un planeur, l'intérêt, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un petit peu de pompe, de thermique, de dynamique, hop, tu reprends un peu d'altitude. Tu sais pas pourquoi. Mais c'est par hasard. Dès qu'il y a une aile qui passe d'un côté ou de l'autre, boum, tout de suite, tu pousses un petit peu le manche pour rester dans cette aspiration. Et puis bon, s'il y en a plus, on redescend inévitablement. Je repère un peu d'altitude, mais tout va bien. Alors, on va repartir depuis le tout début. Ouais. Et donc, le tout début, c'est ici. Tu es resté fidèle à tes racines. Eh oui, étonnamment. Alors, t'as parlé très rapidement de ta famille, de tes frères et sœurs. Dans l'histoire, je pose toujours un petit peu cette question-là, c'est quoi l'étincelle de démarrage qui fait qu'on va sur la mer. Toi, il y a quand même des prédestinations familiales que t'as déjà beaucoup racontées, mais redonne-nous un tout petit peu le cadre quand même rapidement. Un père qui est commandant de superpétrolier. Un papa qui est commandant de superpétrolier. Il fait l'école hydro à Nantes quand il est jeune officier, et il fait la première promotion polyvalence. À l'époque, on faisait ou machine ou pont, c'est-à-dire ou capitaine ou commandant à la fin et ou chef mécano. Et c'est la première fois qu'à l'école hydro de Nantes, qui forme les élèves officiers dans la marine marchande, ils ont fait une promotion polyvalence, ça veut dire qu'on fait les deux. Et il fait cette première promotion, donc, et puis ensuite il va faire du pétrolier, il trimballe un peu de tout, il finit sa carrière en étant commandant d'un des 4 plus gros pétroliers du monde, dans les années 80, 78, un truc comme ça, 78, oui, 76, pardon, même. Deuxième choc pétrolier, vraisemblablement. Hein. Et puis, lui-même arrive de Bretagne, il a de l'île Tristan, Douarnenez, on a quelques ancêtres un peu par là, et ça naviguait déjà. Ma maman, de son côté, arrive d'Angers, de la région angevine, avec des grands-parents, des parents qui étaient pharmaciens, mais passionnés de bateaux, sur la Maine, et ils naviguaient en Star, à l'époque. Ah oui, d'accord. Il naviguait en Star sur la Maine à Angers. Il descendait. C'est pas très commun du tout. Et juste après-guerre, il descendait d'Angers jusqu'ici au Pouliguen avec leur Star en croisière, en abattant les mâts en bois à chaque fois pour passer les ponts. Il descendait la rivière, quoi. Sur un Star. Ah oui. Donc ils étaient un peu dedans quand même déjà depuis tout petit. Et donc ma maman a comme frère, c'est l'aîné d'une fratrie de 4 enfants, et le plus jeune c'est Jean-Yves Terlin. D'accord. Maman est une Terlin, le fameux Jean-Yves Terlin qui fait le vendredi 13 dans les années 72, battu par un Nicolas. On va pas refaire toute la jeunesse. Mais... Et on ne fait qu'une branche de la famille aujourd'hui. On fait une petite branche. Et Jean-Yves, ce fameux Jean-Yves Terlin, c'est mon oncle, bien sûr, mais mon parrain aussi. D'accord, oui. Donc t'as pas le choix, en fait.
Si, on a le choix, mais c'est faire vrai du que foot, mais il y a quand même des prédestinations, quoi. Ouais, et c'est vrai qu'on habitait au Pouliguen, ma maman habite toujours là, au-dessus du port du Pouliguen, et ma chambre donne sur la baie de la Baule. Donc tous les matins, à chaque fois que je me réveille pour aller théoriquement à l'école, je vois mon bureau, mon futur bureau qui est devant. Donc. Mais bon, tous les enfants, toutes les petites filles ou petits garçons qui naissent au bord de l'eau ne sont pas forcément des marins par la suite. A priori, ça ferait trop de monde sur l'eau déjà, mais c'est vrai que voilà, il y a eu un peu d'atavisme. Ça a aidé. Et tu sais tout de suite, parce que tu vas pas faire beaucoup d'études. Terminale, uniquement, pas de bac. Voilà. Et tu sais tout de suite que c'est ton destin ? Oui. Je sais, bizarrement, j'ai été extrêmement attiré par les lectures, la littérature maritime au sens large. Mes grands-parents maternels étaient abonnés à Bateau déjà, donc il y avait plein de revues, et le YAC, la vieille revue d'avant-guerre. L'ancêtre de Bateau, quoi. L'ancêtre de Bateau. Qui était dans le grenier au Pèlerin, là-bas, dans les maisons des grands-parents. Et l'architecture m'intéressait beaucoup. L'aventure voile m'intéressait beaucoup. La régate m'intéressait pas du tout. La compétition, je voyais pas trop d'intérêt. Parallèlement à ça, on faisait du dériveur, évidemment, et de la compète, mais j'aimais beaucoup l'aventure, les constructeurs de bateaux amateurs, ceux qui, non pas moteur, mais amateurs, en béton armé, en acier, dans leur jardin. Toute cette période des années 50, 60 et 70, dans la mouvance de Moitessier, évidemment, qui ont fait que des banlieusards voulaient découvrir Tahiti et Gauguin, et ainsi de suite. Ça, j'étais dans cette mouvance-là, sauf que j'avais 5 ans. Et donc, j'ai toujours rêvé de construire mon bateau dans le jardin. Et comment s'opère la bascule, parce que dans ton milieu, voilà, c'est ça, dans ton milieu, il faut faire des études et tout, etc., et qu'est-ce qui fait que... Donc en gros, des études, je me fais virer du lycée de la Baule ici, j'atterris chez les jésuites à Vannes, je me fais encore virer des jésuites et je finis à Nantes. Et à 18 ans, je n'ai pas mon bac. On se retrouve dans le port du Pouliguen ici, dans le bateau familial qui grandissait un petit peu tous les 2-3 ans. C'est un Mélodie des chantiers Jeannot, ça fait 10,25 m. Le commandant Perron est à bord, pour une fois, parce que dès qu'il débarque de son pétrolier, il embarque sur son bateau de croisière, avec ses enfants en été, parce que pour payer le bateau, on louait la maison du Pouliguen. Donc, obligation de dormir à bord. Et là, les sourcils... Conseil de famille, en fait, du père et du fils, et pas de Saint-Esprit, pour le coup. Et je me souviens des sourcils de mon père me disant, bon, qu'est-ce que tu fais l'année prochaine ? Si tu fais une autre terminale, tu retentes ta chance pour un bac, il n'y a pas de souci. Si tu veux aller faire tes conneries sur un bateau, tu n'auras pas de soutien familial. Bon, là, évidemment, on est en septembre, enfin, on est en juillet, août, je dis, oui, forcément, il faut que je bouffe un peu. D'accord, ok, terminal. Et puis, début septembre, j'ai pas la motivation. Donc, je suis parti de chez moi, tout comme mon frère aîné l'avait fait, tout comme mon frère suivant, Stéphane le fera, on sera tous partis les uns derrière les autres, avec ce bon deal des parents qui était génial. Hein. C'est où tu continues dans une voie classique et on te soutient, ce que font à peu près toutes les familles, ou aller faire les saltimbanques avec vos bateaux, avec des sponsors, ce que ne comprenait pas du tout mon père, en fait. Il ne comprenait pas qu'on puisse vivre d'une passion. C'était sa passion de faire du bateau à voile. Lui, il allait sur des usines flottantes, passer 2 mois... Le travail d'un côté, la passion de l'autre, le plaisir, le travail n'est pas forcément du plaisir. Ça n'était pas compatible dans son esprit, et donc, à tour de rôle, on est parti vivre notre vie, et ça a été la plus belle des écoles, en fait. Donc, t'as déjà quand même l'exemple de Bruno, Bruno, alors lui, il a essayé 3 fois d'avoir son bac, il l'a pas eu. Moi, j'ai su qu'une seule fois, j'ai pas insisté. Stéphane, non, personne. Ah ouais. Aucun des 5 enfants n'a eu son bac. Aucun des 5 enfants. Ah ouais. Donc, je comprends la détresse parentale, tu vois, du moment quand même. Je comprends. Quand on est papa soi-même par la suite, on se dit, non, c'est vrai que c'était mal parti. C'était très mal parti. Ils ont flippé, en fait. Et puis, tout de suite, je vais faire la Mini Transat, évidemment. C'est ça le truc. Voilà. Donc, du coup, on enchaîne. Oui, on est à la fin des années 70, parce que t'es né On est en 78. En 1959, c'est ça ? Je suis né en 59, fin 59. Hein. Ouais. En 78, j'ai 18 ans et je veux faire la Mini 79. Voilà. Mais du coup, t'es déjà dans les logiques de sponsoring, de projet. T'as déjà, parce que ça n'est que la 2e édition de la Mini Transat. On est vraiment, c'est le temps des pionniers, quoi. Hein. Ah ben bien sûr, il faut 4 ans avant, 78, Mike Birch va gagner la première roue du Rhum. Voilà, faut se recaler un petit peu. Et ton frère a fait la première Mini, c'est ça, hein. Je crois qu'il a Bruno a fait la première Mini et la première roue du Rhum d'ailleurs aussi. Ouais. Donc la première Mini était en 77. 1 an après, il y a la première roue du Rhum et je vais faire la deuxième en 79. Voilà à peu près le contexte. Dans ces années-là, il y a déjà du sponsoring évidemment, mais bon, pour les stars, pour les Kersozon et Tabarly qui existent, les Marc Pajot en devenir, les Birch qu'on découvre par hasard, mais pas pour les petits jeunes de 18 piges. Et tu fais comment du coup ? Parce que t'as plus de soutien familial, et déjà il faut que tu manges, il faut que tu... Alors j'ai un mec génial, parce qu'on trouve toujours des mécènes, des gens absolument adorables que j'ai pas revus depuis 40 ans, un mec qui s'appelle Jacques Bardos, qui est publicitaire à Angers,
qui a une grosse BMW série 7 déjà à l'époque, un truc de fou, quoi. C'est un monsieur riche, mais qui en plus est passionné de bateaux, et qui me prend sous son aile, et je fais des convoyages pour lui, en Méditerranée. J'emmène à l'époque, c'était un Jouet, je sais plus, 32 ou un autre bateau d'une dizaine de mètres de long, en solo, tout le temps, sans pilote, sans rien du tout. C'est mon école, ça. Ouais, et t'es déjà techniquement, t'es déjà totalement autonome. Totalement autonome. Ouais. Le Mélodie des parents dans le port du Pouliguen, sans pilote, sans enrouleur, sans rien. À 14 ans, je pique le bateau. Et je rentre dans le port du Pouliguen, c'est une anecdote étonnante. Là, il y a les affaires maritimes qui m'attendent. Et donc, c'est vrai que tout petit, j'étais pas épais, à 14 ans encore moins. Et c'était un gros bateau, un Mélodie un peu compliqué quand même à gérer. Dans le port, le courant, le machin, et déjà totalement autonome, qui m'arrête. Et heureusement, mon père est en face. Il vient là, et les affaires maritimes lui demandent pourquoi un petit bonhomme de 14 ans qui me semble bien. Et commandant Perron, expliquez-nous comment il arrive à faire. Et c'était assez marrant. Il y avait une certaine confiance du père, d'ailleurs, de ce point de vue-là. C'était assez incroyable. Enfin, toujours est-il que, ça enchaîne avec ça. Mais je vis presque de rapide, quand même. C'est pas idéal. Très maigre. Pas épais, je mange pas beaucoup. C'est la vraie période de vache maigre qui va durer longtemps. Je me retrouve à garder un bateau dans l'hiver 78-79. Et j'écris à Monsieur Hollywood, Madame Coca-Cola, en disant, je vais faire la Mini Transat, bonjour madame, excusez-moi, j'ai 18 ans et je vais traverser l'Atlantique. Aucune réponse, rien. Et je vois dans Voiles et Voiliers, comme on a 4 heures, je vais tout vous raconter, une petite annonce, un Voiles et Voiliers que je vais lire au bureau de tabac du Cap d'Agde. Le Cap d'Agde, en 78, je vous conseille, c'était un habitant tous les 15 km, à peu de choses près, en construction. C'était le no man's land absolu. Un truc à se poignarder à la saucisse molle. C'est la Camargue. Déjà, aujourd'hui, c'est moche, mais quand c'était en construction en plein hiver, c'était une horreur. Ouais, on a fait un podcast avec Quito Despavants qui nous a raconté les débuts de ce coin-là à l'époque. Ça, j'ai bien connu, justement. Et là, le seul bureau de tabac presque qui existe au milieu de ce délabrement en construction. Donc, voyez, je vois un tout petit dessin en noir et blanc d'un mini-tonneur qui s'appelle l'Alcor, plan Cordel. Je dis, ce serait super pour faire la mini, ce serait vachement bien. Et il y a un numéro de téléphone ou une adresse. Et j'écris à ce fameux Michel Leblanc, un autre, non pas mécène, mais un autre mentor, qui était ce importateur-constructeur de ce bateau. Il était à Annecy, et il me dit, viens me voir au salon. Stop, salon nautique. On est début 79, à l'époque les salons étaient en janvier. Au CNIT, le fameux CNIT. Et je vois ce petit Alcor, ce joli petit bateau mini-tonneur, pas maté parce qu'il était sous un plafond. Et il me dit, là, ça vaut tant. J'ai dit, monsieur Leblanc, vous n'avez pas compris. Je vais faire la Mini Transat avec votre bateau, on va le vendre aux Antilles, on va en faire la promotion. Et déjà, là, j'avais l'argument sans avoir été à l'école de commerce, tu vois. Et vous allez en vendre plus. Et en général, tu prends un coup de pied au cul et t'envoies chier. Eh ben non. Le fameux Michel a dit, oui, c'est pas bête. On va faire ça. Et on commence à délirer, on va faire un pont en nid d'abeille. On est en 79, t'imagines. T'es pas majeur, hein? Je suis majeur. J'ai 18 ans et demi. Et la majorité est déjà à 18 ans? Ah, c'est pas bête. Oui, je crois qu'il était déjà. C'est juste pour mettre en exergue la marque de confiance que le gars fait sur un minot qui sort de nulle part, quoi. Et après, je redescends en stop à Annecy, je navigue sur le proto de la série. Il me dit, en fait, j'ai pas trouvé de moyen de t'aider, mais si tu veux, tu peux récupérer le prototype de la série, à La Rochelle. Il est là-bas dans un chantier à la batellerie. Et en mobilette, avec ma vieille bleue, on est au mois de mars 79, je descends en hiver, je suis revenu au Pouliguen manger un steak chez ma maman parce que le phaseur était pas là. Bon, les mamans nourrissent toujours les petits oisillons affamés, tu sais bien quand t'arrives au bord du nid. Hop, un peu de protéines dans le beach, je descends en mobilette. Tu descends à La Rochelle en mobilette? Ouais, avec ma vieille bleue. Bah oui, bien sûr, avec ça. Qui tombe en panne d'ailleurs 50 km avant, je finis de nuit. Et à 3h du matin, je vais la faire un peu Cosette, Jean Valjean et un petit peu de... Mais j'arrive dans ce chantier de la batellerie qui était de l'autre côté de la gare. On est en 79 donc. Délabré, totalement. Un chien qui hurle, une lune blafarde, il fait -2. Je saute par-dessus une grille. Je crois que le Klebs va mordre, mais il est de l'autre côté du grillage. Et là, il y a des coques éventrées partout, des hautes herbes folles, un chantier naval comme c'était aussi bien géré qu'à l'époque. Et je vois mon petit bateau sur lequel je suis censé traverser l'Atlantique pour la première fois de ma vie en solo à 19 ans dans quelques mois, couché dans l'herbe. Et je passe ma première nuit sans duvet, dans la glace, au fond. Ah ouais. Je mets un tout petit peu de lumière là-dedans, mais véridique, dingue. Et voilà, et la Mini, ça démarre comme ça, qu'avec une envie de le faire, tout simplement, aucune espèce de limite, en fait. C'est ça, et du coup, tu finances grâce à ce mécène d'Angers qui... Je finance pas, ce publicitaire, le fameux publicitaire. Ils m'aident de temps en temps, parce que... il m'a aidé, par exemple, je saute quelques épisodes, mais quand on arrive aux Canaries, j'ai déjà cassé une montre que m'avait donnée une amie ici, parce qu'à l'époque, on était sextant et il fallait quand même un peu l'heure.
Évidemment, je savais pas du tout où j'étais. Et pour en acheter une autre aux Canaries, il m'a envoyé un mandat, je me souviens très bien. Mais ça a mis un temps fou. Elle tombait en panne 2 jours après, d'ailleurs. Donc, j'ai jamais su, pour le coup, faire mes premières droites avec un joli timing. Mais heureusement qu'il y avait des gens comme ça. Il y en a eu 2 ou 3 qui m'ont donné des coups de main comme ça, pour qui je faisais du convoyage, pour qui je travaillais dans des chantiers. Mais une totale indépendance. Enfin. Et de liberté. Et une totale liberté, une totale obligation de se démerder et une motivation extrêmement propre, j'oserais dire. Alors, à tel point, et j'avoue quelques crimes, évidemment, il y en a, à tel point que je trouvais, par exemple, criminel de ne pas faire naviguer un bateau. Mm-hmm. Tous ces bateaux qui ne bougent pas dans les ports, pour moi, ça l'est encore d'ailleurs aujourd'hui, mais on a tous plein de jouets dont on ne peut pas se servir de tous les jours en même temps. Et beaucoup n'ont pas de jouets, justement. Et ceux-là, c'était mon cas, sont assez jaloux, pas jaloux, mais en se disant, c'est pas une jalousie de possession, c'est une jalousie d'utilisation, en disant que c'est une frustration que de ne pas utiliser tous ces bateaux dans ces ports mouroirs. Et donc, j'avais aucun scrupule à aller m'emparer de pièces d'accastillage de bateaux qui naviguaient pas. Ah, d'accord. Bon, mais il y a prescription. Il y a prescription. J'ai même passé 24 heures en tôle à cause de ça. Ah oui, quand même. Ah oui, parce que allez, un petit épisode sympa, ça va faire frémir tout le monde. On est à La Rochelle, donc toujours 79. Je prépare ce petit bateau, je fais mon safran, je coupe le tableau arrière parce qu'il était trop long. Enfin, je bricole, j'apprends à faire de l'astrage, j'apprends à faire plein de trucs. Et je rencontre un autre copain qui s'appelle Vincent Lévy et qui prépare la Mini Transat dans le chantier Marc Pintat à La Rochelle, le premier client de Marc Pintat, tout simplement. Et qui sera aussi le premier client de VPLP. Ça sera le premier. Marc le premier. Non, le petit Vincent, bien sûr, avec Gérard Lambert, le premier foiler de VPLP, exactement. Et on sera concurrent pas mal de fois, pendant pas mal d'années en 50 pieds. Et on rentre un soir, on arrive à économiser un peu de sous, et lui et moi, on mange essentiellement des foies de morue, des petites boîtes de conserve de foies de morue, il y en a plein au pied de nos bateaux. Et puis, de temps en temps, on a un peu de sous qui arrivent de je sais pas où, parce qu'on a rendu service. Ah oui, je dessinais, moi, je faisais des affiches aussi pour des magasins. D'accord. Ça me permettait de rentrer un petit peu de sous. Et puis, on rentre un soir. Et jusque-là, j'avais trouvé un mât de soling. Donc, je vais traverser l'Atlantique pour le coup, la Mini, avec un mât de soling. Bien sûr. Si on voit ce que c'est qu'un mât de soling, c'est pas énorme. Mais j'avais trouvé que ça. Mais j'avais pas la baume. Bon. Et en rentrant, on passe par le vieux port de La Rochelle. Et là, pour ceux qui connaissent La Rochelle et cette époque-là, il y avait les solings des stars de La Rochelle. Bertrand Chéret, maître voilier de son état. Papy Sens. Enfin, voilà, les mecs qui faisaient du soling, qui était la classe olympique de l'époque, d'ailleurs. Ou pas loin. Et hop, je me dis, tiens, une baume, dis donc, ce serait pas mal. Alors, hop, il fait nuit, je saute sur un des solings au hasard. Je m'empare d'une baume, c'est un emprunt juste. Tu le rendrais après la Mini. Je le rendrai après la Mini Transat, bien sûr, c'était mon idée. Et nous voilà partis. De nuit, dans la ville en bois de La Rochelle, qui à l'époque était vraiment en bois, pas du tout éclairée, il n'y avait rien, il n'y avait pas tous ces restos, tous ces bidules qui existent aujourd'hui. Et nous voilà partis, direction chantier Pintat, pour aller dormir un peu par terre sur 2 matelas. Et je vois un faisceau de phare lumineux juste derrière nous. Et là, 6e sens, boum, la maison Poulaga. Et je tenais la baume verticalement comme ça, comme un équilibriste avec des assiettes au-dessus. Tout de suite, je la mets sur le côté de la rue non éclairée. 10 secondes plus tard, boum, un projet dans la gueule. C'était quoi le truc qui brillait à côté, là, sur vous ? Ah bah, je sais pas. Enfin, en gros, je la fais courte, boum, au poste. Il s'avère que j'avais emprunté la baume de Bertrand Chéret lui-même, Monsieur Chéret, que je ne connaissais pas. Oh là là, et très gentiment, le Bertrand a compris la cause et la beauté de la cause. Oui. Mais bien sûr, il a dit, mais oui, mon petit gars, tu vas la garder, cette baume. Il n'a pas porté de plainte, il a même expliqué ce que c'était que la passion. Génial. Et heureusement qu'il y a des gens comme ça, qui comprennent les gestes déraisonnés, mais par passion. Et voilà. Donc, t'as fait la Mini Transat avec une baume de soling, non, un mât de soling. Un mât de soling, une baume de soling, une grande voile de soling. Et une grande voile de soling aussi. Ouais. Ah oui. Donc, j'ai rajouté des baobans en câble, j'ai mis plein de choses parce que, oui, c'était un peu chaud quand même. C'était limite. Ouais. Et donc, ça, c'est ta première course et ta première traversée de l'Atlantique. Et ça confirme cette passion, ça l'amplifie. Tu te dis, bah, c'est ça, voilà, c'est vraiment ça que je veux faire. Pas forcément en bouffant du foie de morue tous les jours. C'est un catalyseur, c'est un déclencheur, ou ça ne fait que renforcer et te dire voilà, c'était toute évident. Ma vie, c'est ma vie, quoi. Oui. En fait, ça n'a pas renforcé. Je crois que c'était constamment. Au contraire, d'ailleurs, au fur et à mesure de la navigation, je dirais presque que nos modes de navigation devraient atténuer notre envie d'y retourner, théoriquement. mais ce qui a été le cas, d'ailleurs, inévitablement. Mais à ce moment-là, non, tout ne fait que renforcer. Mais je finis sur les cailloux sur la première étape, on me croit disparu. Je m'endors à côté de Lanzarote.
Et je termine sur les caillasses en pleine nuit. Enfin bon, que toutes ces aventures assez fabuleuses qui nous arrivent quand on traverse l'Atlantique. Mais surtout, je ne vais pas faire ancien combattant, mais c'est vrai que cette deuxième édition ou ces premières éditions de Mini Transat, on était avec ce fameux sextant, aucun GPS, aucune position, engagé, oui. que de la carte papier. Il n'y a pas de balise, on le une rappelle, lampe à mais pétrole, il n'y a pas de balise, rien. Mais pas de contraintes. C'était ça ce qui était beau. Il y avait une certaine liberté. Et c'est vrai que je souffre depuis lors de ces inévitables contraintes de principes de précaution qu'on nous impose les uns et les autres, ou qu'on s'impose soi-même d'ailleurs. C'est une dérive sociétale qui m'inquiète beaucoup. Et quand on a eu la chance de faire ce type d'aventure à l'époque où il y avait moins de contraintes, ben voilà un premier dématage sur la table de la cuisine. Ça n'est rien. Pierre-Yves J'ai fait tomber mon micro. Il a fait tomber son micro. Mais rien de grave. Je vais le tenir. Je veux rassurer les miens. Tout se passe bien, mon cher Guy. Et donc, à l'époque, ouais, c'était juste une envie de découverte comme ça. Un peu de compétition aussi, bien sûr. Oui, voilà, c'est ce que j'allais te demander. Il n'y a pas quand même. Le feu de la compète, du réglage, c'est l'aventure. C'est quand même l'aventure pure, tout ce que tu racontes. L'école du dériveur a fait que, j'en ai fait beaucoup avec Bruno essentiellement, qu'on était tout le temps en régate en fait, évidemment. Mon attrait pour la mer, il était essentiellement pour l'aventure et découvrir ce qu'il y avait au bout de l'horizon. Mais le fait de justifier les heures, les minutes très longues, les semaines en mer, ça ne se fait que par la régate. Ou alors par le bonheur de la croisière à partager avec d'autres. Mais quand on est tout seul, le seul moyen de justifier cette monotonie, c'est d'essayer de la combler un peu par le fait de rattraper quelqu'un. Ce qui a été le cas sur la deuxième étape de cette Mini Transat, où je finis 5e pour le coup. Où le résultat est pas mauvais pour un petit jeune. Je me souviens que la première photo dans Paris Match, tout de suite, le coquet des médias, je me souviens très bien d'une photo avec Mundutegi, avec pas Norton Smith, mais Daniel Gillard, enfin voilà, les 3-4 premiers de cette deuxième étape à Antigua. Je me souviens très bien de ça. C'était marrant. Alors, ce qui est frappant quand on regarde un petit peu ton parcours, c'est que c'est une époque où tout n'est pas aussi balisé qu'aujourd'hui, où les talents sont détectés, encadrés, formés, poussés, où il y a des voies royales. Là, toi, à cette époque-là où il y a beaucoup encore de liberté et moins d'encadrement, mais aussi du coup moins de possibilités d'avancer dans la carrière, toi, ça enchaîne très très vite. Oui. Très très vite. Ça part direct. Si je regarde ma petite chronologie, juste dans la foulée. Le lendemain, l'année d'après, tu fais la solitaire du Figaro. En fait, j'enchaîne immédiatement après la Mini en retraversant l'Atlantique en solo une autre fois, 2 mois après, pour payer mes dettes, justement, pour rembourser mes larcins. Et il y en avait quelques-uns. Et je traverse avec un Gene Fizz en solo d'ici. En convoyage, quoi. En convoyage pour payer mes dettes. Et puis après, je reviens. Et dans la foulée, Petit Breton Nautique, parce que c'était Petit Breton, le gros vendeur de Jeannot Beneteau ici, dans la région. Mon copain Jean-François Mazan, qui existe toujours, qui est toujours là. Chez qui j'ai préparé le Figaro il y a 1 an encore. Et mon Jean-François me confie ce Gene Fizz à traverser et me confie un Rush Regatta pour mon premier Figaro. Et je me retrouve sur le même bateau que Mike Birch, qui vient de gagner la Route du Rhum 1 an avant. Il a lui aussi un Rush Regatta. C'est une année de Figaro où il y avait un mélange entre les Halfton, ces fameux prototypes, et les bateaux de série. Il y a eu quelques années comme ça. Il y en a eu une avant et une après. Et donc les bateaux de série de l'époque, c'était les Club 86, dessinés par Briand, les Rush Regatta Renault Land, Arjano, et les First, bien entendu, de chez Beneteau. Les First 30, ouais. Et donc, en gros, c'était la division A et B. Et en division B, mon premier Figaro, je le fais contre Mike Birch à Amsterdam, qui me fout je me souviens très bien. Et donc, je rencontre Mike. C'est ça ce qui est important pour la suite, quand même. Mike, c'est la star du moment, mais on sait tous que c'est pas forcément un régatier, déjà, d'entrée de jeu. Et ça n'a pas progressé depuis, d'ailleurs. C'est un immense marin, mais pas forcément régatier. Et donc, mon objectif, quand j'ai 22 ans, oui, c'est ça, ou même pas, 20 ans, pardon, c'est d'essayer forcément, les plus jeunes veulent battre les plus vieux. Je l'ai vécu. Et je le vis avec un grand plaisir, d'ailleurs. Et donc, voilà. Donc, mon objectif, c'était d'abord de sympathiser avec Mike et avec beaucoup d'autres. Et c'était génial, ce Figaro. Le tout premier Figaro, c'était marrant. Il y avait plein de fratries. Il y avait les frères Poupon, les frères Foll'Enfant, les frangins Perron et Bruno. C'était assez marrant. Et un petit mot sur Mike Birch. Tu as beaucoup raconté que c'était pas un mentor, mais c'est mon maître Jedi. Hein, ouais, c'est ton maître Jedi. C'est ce que tu dis souvent. Et c'est parce qu'il a gagné la Route du Rhum, c'est parce que c'est une rencontre avec une personnalité particulière. Qu'est-ce qui fait que ça l'est? Ça l'est parce qu'il a une manière de naviguer qui correspondait parfaitement. C'est pas, juste un tout petit mot, c'est pas une personnalité
extrêmement médiatique. C'est pas un type qui est dans les journaux tout le temps. C'est un type assez discret. Mais heureusement qu'on ne va pas piocher nos mentors dans ceux qui ont leur nom dans le journal, parce que ça dit ça pour toi, mais ça laisserait peu de choix et surtout peu de qualité, parce que c'est pas toujours proportionnel. On a une époque où le mentor de beaucoup de marins, c'est encore pour une partie Tabarly. Pour certains, c'est pas tout à fait encore Philippe Poupon, mais ça va l'être. Ça dépend des chances que l'on a eu de naviguer ou pas avec eux, parce que avoir un mentor seulement par livre ou résultat interposé, c'est quand on a la chance de vivre avec ces gens-là. La différence, et tu viens de les citer, entre Tabarly et Birch, globalement, qui étaient les deux mamelles de la voile offshore solitaire, ou dans les années de 80 jusqu'à un peu plus tard, c'est qu'ils sont très différents et complémentaires. Il y en a un, c'est du granit, et l'autre, on va aller moins. Il y en a un, c'est un chêne, et l'autre, c'est un roseau, tout simplement, et c'est la fable. Et il est vrai que naviguer à la manière d'un chêne sur les multicoques et les bateaux de l'époque, ça passait pas vraiment. Tu casses tout. Ou ça cassait, ou ça chavirait. Eric a chaviré, je ne sais combien de fois. Une fois avec Jean Le Cam, une fois avec son frangin sur la Baule de Dakar, une fois avec... je ne sais combien de fois. Mike n'a jamais chaviré. Et bizarrement, il y en a un autre avec pas mal de 1000 au compteur en multi, en solo, qui n'est jamais chaviré, c'est ma pomme. Donc, je revendique pleinement, si tant est qu'il m'ait appris au moins ça, et je me souviens très bien le jour où il me l'a dit. Parce que on est donc en 80, on se rencontre au Figaro. 82, je fais ma première route du Rhum, en solo, donc, en trimaran. Et en 82, il a, à l'époque, Mike avait construit un autre petit catamaran plan Nigel Arens, qui s'appelait Vital, qui est devenu mon premier d'Adapoc. Mais entre-temps, en 83, on fait une transat, tous les deux. Il m'invite, je peux raconter tout l'épisode de l'invitation, et on fait l'Orient, les Bermudes, aller-retour. En double. Donc, quand on passe 35 jours avec ce monsieur Mike, on apprend pas mal de choses d'anglais, déjà. On apprend ce qu'ils ne nous disent pas. Et c'est toute la beauté des bons profs. C'est pas de la leçon, comment on appelle ça? Assise devant un tableau, quoi. Oui, exactement. C'est juste, il faut observer. C'est le sens de l'observation des élèves qui fait la qualité d'un prof. C'est ça ce qui est assez étonnant. Mais c'était le cas de Tabarly, c'est le cas de Mike, c'est le cas j'espère, de beaucoup d'autres. Et donc, ça a été génial. Et le jour où il me dit, on est 3-4 jours avant d'arriver à Lorient, ça fait 30 jours qu'on est en mer, c'est un peu long le truc. Et il y a des conditions géniales, on fait de l'Est, il y a de la houle et il est en train de roupiller un petit peu à l'intérieur. Il commence à lever la coque. Il était idéal, ce petit bateau. Et en l'air, en train de flyer pendant quelques minutes. Et je le vois sortir avec ses yeux aigus. Et là, il m'explique. Il m'explique pourquoi il n'a pas chaviré, pourquoi Walter Green et machin. Il m'explique tout un truc. Il dit maintenant, tu reposes la coque. Bien, monsieur. Bon, il est vrai que dès que j'ai récupéré ce bateau et qu'on a commencé à naviguer, on va gagner la Baule de Dakar avec Yves Laudet, juste médaillé olympique en tornado, enfin, quelques années plus tard. Avec Alain Gauthier d'ailleurs, et là on naviguait sur une patte, on a été les premiers. C'est pour ça que Laurent Bourgnon vient me voir à l'arrivée d'une route du Rhum 86, parce que j'étais son mentor du moment, parce que le seul petit jeune a navigué comme en dériveur sur un bateau de course au large. Il y a toujours comme ça quelques éléments qui ramènent pas de la nouveauté, mais une sorte de manière différente de voir les choses. Et c'est ça ce qui est le plus frappant dans notre métier voile. Je me suis exprimé pas mal là-dessus à propos de Penduic et du Petit Jaune quand j'ai fait mes deux transats qui sont sympas, mais je trouve que c'était intéressant de voir que c'est la manière de regarder différemment un même problème qui fait avancer les choses. Quand Tabarly fait son Penduic 2, on est en 64, les journalistes spécialisés et les observateurs disent que c'est un bateau beaucoup trop grand, que c'est délirant, il fait 14 mètres de long, et c'est vrai que c'est le bateau le plus long pour un solitaire à l'époque. 2 jours plus tard, sa mise à l'eau, ou 1 heure après son arrivée, n'importe qui peut naviguer dessus. À peu de choses près. Toutes les personnes qui se sont dit, bah oui, c'est faisable. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est pas une évolution de musculature, c'est une évolution plus de musculature intellectuelle, ou au contraire. De manière de voir, en fait. Une manière de voir un problème qui nous paraissait un problème, et donc quelqu'un d'autre va le résoudre, et d'un seul coup, ça n'est plus un problème. C'est assez marrant, ça. Comme aujourd'hui, aller dormir sous pilote à 35 nœuds sur un IMOCA, pour un certain nombre de personnes qui ne sont pas très nombreuses, ça n'est pas un problème. Exactement. Il n'y a pas beaucoup de monde comme ça, ouais. Tu vas voir dans quel état ils arrivent du prochain Vendée Globe. Et là, pour revenir sur le déroulé de ton parcours, quand on regarde juste les chiffres et les dates, on a l'impression que ça y est, c'est parti, quoi. Ouais. Il y a les premiers sponsors, il y a l'enchaînement des courses. Alors, c'est des courses qui n'existent plus aujourd'hui, mais il y a la Baule Dakar, il y a les Québec-Saint-Malo qui existent toujours, mais qui n'a pas eu lieu cette année. Mais, et tout de suite, ça enchaîne, et tout de suite, tu deviens... Ta vie un peu de va-nu-pied qui a faim tout le temps, tu t'installes beaucoup plus vite, tu te vis comme un professionnel déjà. Ouais.
Alors en fait, j'ai vécu à bord des bateaux donc de la Mini depuis le moment où je me fais virer de chez mes parents en 79 jusqu'en 87. Très clairement. En 87, j'ai enfin une maison, ici. D'accord. Enfin, que je loue d'ailleurs. Et jusque-là, tu n'as pas de domicile. Jusque-là, j'ai aucun domicile fixe. Tu vis dans les bateaux. Oui, donc ça fait à peu près à l'hôtel, dans les baraques partagées. 8 ou 10, oui, à peu près une huitaine d'années en sac de couchage un peu partout sur les bateaux, ce qui me convenait, mais c'est un peu lassant au bout d'un certain temps quand même. C'est bien de savoir poser ses valises et le marin, ou du moins tous les métiers d'absence ont besoin de ça. Pas seulement les marins, bien sûr, mais on sent bien que plus on s'éloigne de chez soi, plus il est agréable d'y revenir. Mais quand on n'a pas de chez soi, c'est encore pire. On est vraiment un peu paumé. C'est une sorte de schizophrénie bizarre. Et donc, à rebondir sans arrêt comme un zébulon d'un bateau à l'autre, c'est gentil, mais... Donc, il fallait se poser. Et donc, on est en 87. À l'époque, et depuis 83, donc ça fait 4 ans, j'ai fidélisé un partenaire à ce moment-là. C'était l'Adapoc. Les voitures soviétiques Lada et monsieur Jean-Jacques Poc, qui était l'importateur français. Ça, c'est le début des années de l'Adapoc. Il va t'accompagner pendant 7 ans. On va faire un septennat. Comment tu rends... Aujourd'hui... c'est pas que de trouver des sponsors, c'est devenu commun, mais il y a une économie, il y a une manière de fonctionner. Comment est-ce qu'au début des années 80, on rencontre un sponsor comme ça et on le fidélise? En fait, le premier sponsor vraiment, il y a eu Petit Breton, Petit Breton qui était l'importateur, on l'a dit tout à l'heure pour le Figaro. Ensuite, il faut que je fasse la route du Rhum 82. Je vais reprendre la jeunesse du sponsoring parce que c'est assez marrant. C'est la Baule Télétota. La Baule Télétota, on est en 82. C'est un petit trimaran jaune construit par un passionné, un autre qui va me donner un coup de main génial qui s'appelle Michel Marina, qui est un mec incroyable, un Stradivarius à Saint-Nazaire que j'ai revu il y a pas longtemps, tiens, à l'arrivée du Figaro. Adorable. Qui me prête son bateau. Il me prête son bateau. On en parlait tout à l'heure avec Charles, mais... Et pourtant, je rentre dans un autre, dans Charles de Sigue, Gabet, enfin, que des galères, peu importe. Mais j'ai pas de sous. Donc, comment faire? J'ai un copain, Christophe, qui me dit à l'époque, j'ai 20 ans, pareil, ou 22 ans, il me dit, tiens, tu vas faire une association et tu vas aller voir le maire de la Baule et porter les couleurs de la ville. Ah ouais, c'est pas mal, mais comment on fait? Bah, tu vas le voir. Bon, d'accord. À l'époque, le maire, c'est monsieur Guichard, Olivier Guichard. Grand baron du gaullisme. Grand gaulliste, ex-ministre de l'Éducation nationale et maire de la Baule, grâce à qui le TGV arrive jusqu'au Croisic. En fait, on était les premiers servis, les moins bien maintenant, parce que ça va pas vite. Et puis, je vais le voir entre 2 siestes, et je lui dis, bonjour, monsieur le maire, voilà, je vais être le plus jeune concurrent de la route du Rhum sur un petit trimaran, et je vais porter les couleurs de la Baule. Excellent, me dit-il. Point barre. Pas un centime, rien. J'ai jamais... Bonne idée. J'ai toujours des bonnes idées. Je ne suis pas du tout un bon négociateur. Mais pas du tout, en fait. Et ça me gonfle. Les aspects financiers des choses me gonflent prodigieusement. C'est pas grave, mais je sais fabriquer des produits. C'est un peu ça le truc qui est marrant. Et c'est vrai, il faut tout pour faire un monde. Il y a des gens qui fabriquent des bons produits, d'autres qui vont les vendre. Et donc, j'ai pas la personne pour les vendre. Donc, je me retrouve à être en 3e année d'école de commerce et je fais le tour de la Baule et des environs, aller voir tous les commerçants. Bonjour, je m'appelle Loïc Perron, je vais faire la route du Rhum et sur les couleurs de la Baule, est-ce que vous pouvez m'aider? Ah oui, alors vous direz, monsieur le maire, que les poubelles sont pas ramassées le matin assez tôt, que les manouches nous emmerdent avec leur machin. Mais génial, école de contact assez passionnante et ça m'a permis... Ça s'appelle de la vente au porte-à-porte. C'est de la vente au porte-à-porte, voilà. J'ai fait de la vente au porte-à-porte avec des copains super qui m'ont filé un petit peu de sous et puis un sponsor arrive avec une attachée de presse parisienne. Attention, d'un seul coup, une amie d'une amie arrive avec une jeune fille blonde qui a travaillé pour Claude François et qui arrive avec un sponsor de Paris, Télétota. Télétota, boîte de post-prod qui post-produisait le son des Disney à l'époque, d'une part, mais aussi le film de cul de l'autre. Très intéressant, de films franchement pas seulement érotiques. Et j'ai visité leur studio, c'était assez surprenant. D'un côté, il y avait Dumbo, l'éléphant et Mickey, et de l'autre, il y avait Dumbo, mais c'était pas le même... voilà. Et tu avais les mecs qui faisaient, et les femmes d'ailleurs, qui faisaient les voix post-prod des deux genres. Donc très intéressant pour la culture générale. Et donc voilà mon premier sponsor parisien un petit peu. Et ce contact média, et voilà, par Catherine. Ça d'ailleurs à tous les habitants de la Baule d'être associés à Télétota. Ils n'ont pas vu la différence. Non, ils n'ont pas vu la différence. Bon, allez, je la fais courte. Mais en tout cas, cette Catherine en question, avec qui j'ai travaillé pendant pas mal d'années, c'était une connexion un peu plus parisienne, c'est le cas de le dire. Et c'est elle qui va vraisemblablement avec moi, parce que je voulais faire le Paris-Dakar. À l'époque, le Paris-Dakar, c'était du grand truc en bagnole. J'ai toujours été un peu fan de sport automobile, un peu plus à l'époque que maintenant. Et je veux faire le Paris-Dakar. Je rencontre monsieur Jean-Jacques Poc, qui est engagé dans le Paris-Dakar avec ses fameuses voitures soviétiques depuis pas mal d'années. Et il me dit, mais non. On est avant la chute du mur. Hein. On est bien Petite avant. précision. On est bien avant, oui, bien sûr. Hein. Oui, il importe ces voitures soviétiques
Et il fait une grosse trésorerie avec ça. D'ailleurs, elles étaient géniales, les petites 4x4 Niva, elles étaient marrantes. Et il me dit, non, moi j'ai des pilotes professionnels, ça va, j'ai Jabouille, Jarrier, machin, X par la suite. Donc, non, mais par contre, le bateau m'intéresserait. Ce serait bien, qu'est-ce que vous avez en programme ? Il y a la Baule Dakar en 83, sur un catamaran, mais j'ai déjà peut-être un sponsor. À l'époque, j'étais en contact avec une marque horlogère, d'ailleurs, qui ne se fait pas. Et on rappelle Monsieur Lada et nous voilà partis. Premier Ladapoc en 83, et ça va durer 7 ans, on l'a dit. Et en 87, j'en reviens à cette année-là, on gagne la Baule Dakar, cette 3e édition de la Baule Dakar. Pour la première fois, on gagne avec Jacques Delorme, on est en double. Et c'est la première fois que je gagne dans la cour des grands. En battant qui ? Mon grand frère. Ouais, on n'a pas vu, mais tu as fait une petite mimique au passage. C'est toujours ça se passe mal en interne. C'est toujours difficile. Les guerres fratricides sont les pires qui existent. C'est vrai, quand on ne connaît pas son ennemi, ça se passe mieux. Donc, et c'est génial, n'empêche, par contre, de finir premier et second d'une course importante. À l'époque, il y avait un casting ahurissant. Oui, c'est l'un des grands rendez-vous de la saison noire. La Baule Dakar 87, c'est Tabarly, Kersezon, Birch, Artaud, Gillard, qui disparaît malheureusement. Les Tabarly chavirent. C'est la grande époque des très grands multicoques. Et c'était les grands multicoques. C'est une première période dorée de la voile de compétition. Et là, moi, j'étais sur l'ancien Carcadélac de François Boucher, qui s'appelait l'Adapoc 2, un foiler, justement, un seul bras de liaison avec des foils. Regardez sur Internet si ça vous intéresse. Des images d'antiquité, on appelle ça. Mais c'était avec des foils, justement. Première fois où je fais confiance à un routeur aussi. Ça a été l'une des rares fois où je l'ai fait, d'ailleurs, parce que j'aime pas trop le routage, mais avec Pierre Lanier, qui est un grand monsieur aussi. Donc voilà, première victoire à armes égales. Jusque-là, j'étais avec mon petit bateau de 50 pieds et on pouvait rien faire. C'est l'entrée dans la cour des grands, quoi. Une maison en location, exactement. Un sponsor pour une durée, des vrais moyens. Et une femme, d'ailleurs, et ma femme. Ah bah voilà. Qui est toujours là. Donc, c'est une grande année, quand même. C'est une grande année. Non, mais tout. Oui, c'était le kit complet. C'était... le kit compète. Oui, il fallait. Maison, femme, bateau. Tu vas... donc, t'es un homme de multicoque. Déjà, fondamentalement. Et puis, en préparation, en 87, pas tout à fait, mais il y a eu un BOC où un certain nombre de marins qui faisaient le tour du monde avec des escales se disent les escales, ça coupe le rythme, etc. Pourquoi on ne ferait pas un Vendée Globe ? Et donc, il y a un Vendée Globe en approche, en préparation, qui est assez lointain. C'est pas du tout le Barnum que c'est devenu et l'enjeu que c'est aujourd'hui pour tout le secteur. Et tu vas t'y coller. Ouais. Comment ce projet-là commence à t'attirer, toi qui, justement, est plutôt roseau du multicoque? Comment ça va rentrer dans ton scope, quoi? Je crois me souvenir que c'est immédiatement, il me semble. En fait, quand on regarde un petit peu, je ne regarde pas toujours en arrière, loin de là, mais c'est vrai que j'ai eu cette chance de faire partie de la génération de ceux qui ont pu participer aux premières, à peu de choses près. Le premier Québec-Saint-Malo, le premier Vendée Globe, pas la première mini, mais pas loin. Et ça vaut. Ces premières, les toutes premières comme ça. Alors, il y en a certaines où on peut se sentir un peu obligé de suivre un mouvement, mais là, non. Avoir la chance, Jules Verne, nos premières réunions Jules Verne avec Artaud, Fauconnier et Lamazou on va en parler. À Paris, j'y étais à ces réunions. C'est ça ce qui est assez génial. Donc faire partie un peu pas des pionniers, parce que des pionniers, c'est toujours un peu idiot. Mais en tout cas, le premier Vendée Globe, je me souviens très bien. Non, je me souviens mal d'un souvenir que j'aimerais avoir un peu plus précis de Gentot, l'ayant écrit, je crois l'avoir lu, moi, l'annonce de ça. C'est Philippe Gentot, évidemment, qui vient de gagner le BOC pour la deuxième fois, tu en parlais tout à l'heure, qui va annoncer la création de ce Tour du Monde sans escale, qui ne s'appelle pas encore le Vendée Globe d'ailleurs. Qui s'appelle le Globe Challenge, tout court. Qui s'appelle le Globe Challenge au début, en hommage au Globe Challenge, qui était le fameux Tour du Monde historique. Ouais, le Golden Globe. Le Golden Globe. Et je crois que je l'ai lu quelque part. Boum, tout de suite. Tout de suite. C'est une évidence. C'est une évidence. Comment, pourquoi, peu importe, on s'en fout. Et j'en parle avec Jean-Jacques Poc, évidemment. Et en fait, le seul moyen qu'on va trouver, parce que c'était un petit partenaire en termes de finances, Lada, et à chaque fois, c'était avec les bouts de ficelle. Et c'est aussi une autre école que j'ai eu de la peine de voir disparaître dans toutes les écuries aujourd'hui, d'ailleurs, et depuis 30 ans, c'est que la gabegie est quasi permanente, partout. Alors, il y a certaines écuries qui sont spécialisées là-dedans. Mon école, c'était vraiment l'école de l'économie et de l'efficacité. Gabegie, c'est un mot fort, quand même. Oh bah, mais c'est évident. Ouais. Alors, je l'ai touché de près, la gabegie, ça c'est sûr. En étant patron de Gitana, je l'ai vu de près. Parce qu'il n'y avait pas de limite, parce qu'il n'y a pas de budget, et donc il n'y a pas d'efficacité non plus, d'ailleurs, en arrivant. Enfin, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais le fait de sortir de chez soi en ayant faim, le fait d'aller à l'essentiel, de ne pas dépenser partout. Mais ce n'est pas seulement une question de budget, c'est une question d'énergie à appliquer sur les choses importantes ou les détails importants, pas forcément les gros volumes.
Je trouve que c'est paradoxalement une bonne école que celle d'avoir faim, dans tous les sens du terme. Et ça évite de s'entourer de trop de personnes. C'est vrai que les écuries d'aujourd'hui, à moins de 10, on pense qu'ils ne sont pas nombreux. On a travaillé pendant 30 ans, on était 2, voire 3, voire 4, pour faire le même boulot. Avec des bateaux évidemment moins complexes qu'aujourd'hui, on est bien d'accord. Mais avec une complexité qui, à ce moment-là, était la plus importante du plateau. Quand on va y revenir aussi, quand tu auras les années Orma avec les 70. C'est la même chose, on a toujours fait avec des budgets beaucoup plus réduits. Contrairement aux idées reçues. Mais il y avait du monde, on est bien d'accord. Mais il y avait du monde, mais le team Fuji, par exemple, on était 3 personnes. Ouais. On n'était pas à 30, hein. Mais le résultat donnait l'impression de... Et c'est ça la grande différence. C'est ça ce qui est assez marrant. Et c'est tout comme... C'est un autre travers intéressant qui n'est pas forcément un travers. C'est vrai que je n'aime pas dramatiser, par exemple. J'aime pas. Au contraire, oui. C'est rare, en général. On m'a rarement vu en live verser des larmes, quels que soient les événements. C'est pas un avantage, hein, du tout. Je pense qu'il nous faut des dramaturges, il nous faut des MacArthur ou des Kersozon qui vont écrire des pages dantesques. Mais ce qui est assez bizarre, c'est que le geste bien fait d'un sportif ou d'un écrivain paraît facile. Alors que ça demande des tonnes de travail, mais ça se voit pas. Ça se voit pas dans le résultat. Eh bien, c'est un petit peu... Je veux pas dire que j'ai travaillé beaucoup, mais en tout cas, je n'aime pas montrer que c'est difficile. Alors, on va revenir au déroulé chronologique. Non, on va le faire après parce que ce que tu racontes est vraiment intéressant. Justement, tu as dans le discours et dans la manière de faire, ce que tu racontes là, tu l'as beaucoup incarné. Une forme de facilité, une forme de d'aisance, une forme de désinvolture. Alors, aussi. Sauf que le palmarès, je veux bien parler de désinvolture, mais quand on a gagné. C'est compatible avec le palmarès, oui. Ouais, il y a pas beaucoup de grands champions qui sont désinvoltes et qui travaillent pas. Tu vois. Donc, ce que je veux dire, c'est que ma question plutôt, elle est quelle est la réalité derrière l'apparente désinvolture que tu donnes ? Parce que tu ne peux pas gagner la Route du Rhum, 3 fois la Transat anglaise, 2 fois la Jacques Vabre. Enfin, je vais pas tout faire sans le travail. Tu n'es pas juste doué. Je crois que je suis feignant, mais en fait, la plupart des feignants sont assez efficaces, c'est vrai. Disons qu'ils concentrent sur un moment et une durée et un lieu donné beaucoup d'énergie et de... Peu importe. Ça, c'est la première chose. La deuxième qui vient de m'échapper à l'instant, c'est qu'une fois de plus, je n'aime pas donner l'impression de souffrir dans quelque chose que j'ai choisi. La Route du Rhum 2002, où tous les bateaux, terrible, hein. 15 de mémoire, 15 des 18 Orma il n'y en a que 3 à finir, quoi. Oui. Toi, ton bateau se casse, tu filmes le moment où le bateau se casse, qui est une image incroyable. Je veux dire, on voit le bateau dématé, le bras cassé. Alors, tu fais pas trop de blagues non plus. Je fais pas le désinvolte, là. Non, mais c'est un drame. C'est un drame, mais y a pas de pleurs, il y a pas de. Non. On sent que le moment est compliqué, mais il y a pas non plus de. Et tu sais, je répète souvent. Tu ne souvent presque, quoi. Exactement. Je souvent un petit peu les choses, ça se peut. Mais c'est pas grave. Mais ça en devient une marque de fabrique. Exactement, voilà. Et puis, non, mais c'est surtout parce que j'ai écrit il y a longtemps, je sais plus quand et à quelle occasion, je crois que c'était le Vendée Globe, mais quand on a le luxe de choisir ses souffrances, on n'a pas le droit de s'en plaindre, me semble-t-il. C'est malheureusement une chance ahurissante. Tu te rends compte ? Une personne nous force à aller vivre ce qu'on va vivre. C'est vrai qu'on est très peu sur cette planète à pouvoir vivre ça. Mais tant mieux. Donc, faut pas s'en plaindre. Après, de démater en tête d'un Vendée Globe, de machin, ou du Rhum, ou tout ce que tu veux, bah oui, ça fait partie des choses. La déception est immense, mais il y a tellement pire. C'est pas des magots, hein, c'est vraiment une réalité personnelle que je vis. D'accord, ok, c'est pas drôle, ça fait 4 ans qu'on prépare ce truc-là, c'est un drame absolu, ça va décevoir tout le monde, et moi le premier. Et alors, vu de la Lune, ça ressemble à quoi ? Pas grand-chose, hein. Alors, on revient à ce premier Vendée Globe où tu disais que c'était quand même un petit peu des bouts de ficelle. Donc, tu rachètes le bateau de la Mazou qui a fait deuxième du BOC, qui s'appelait Écureuil d'Aquitaine, qui est un plan Bouvet petit. Et je rachète ce bateau d'occasion et on l'emmène je me souviens très, c'est dommage, je l'ai plus, sur une nappe de pizzeria à La Rochelle avec mon copain Jacques Delorme, avec qui on avait gagné la Balle de la Carte 2 ans avant ou 1 an avant. Et puis je sais plus qui, on commence à crebarder les transfos, alors je vais mettre un safran à l'avant, une bulle, une roue rétractable, enfin il y avait pas mal de choses qui étaient assez marrantes, parce que le bateau était un peu classique, plein de winch partout, et j'aime bien simplifier énormément. Les plans de pont, c'est un peu ma marque de fabrique, contrairement à Filou ou Poupon par exemple, qui lui, il y a un winch en face de chaque ficelle, à l'époque. Moi j'essaye de faire exactement le contraire. Un artimon qui va lui coûter cher. Un artimon qui va lui coûter cher, pour le coup. Et donc, ce Vendée Globe, on le prépare chez Marc Pintat. On en revient à notre fameux Marc Pintat, le chantier qui est à La Rochelle.
On rallonge un peu la quille, le tirant d'eau, et puis il y a plein de bricoles. Et puis on fait la première course qualificative qui s'appelle Lorient-Saint-Barth. On en revient à Lorient-Saint-Barth, cette fois-ci avec une escale là-bas. Donc on fait l'aller en double et le retour en solo. Et l'aller en double, petite anecdote qui est marrante, on part de Lorient avec Jacques, mon copain Jacques Delorme donc, alias Crouillat, on l'appelle Crouillat, et on part, première nuit, plein d'emmerdes, hein, vraiment. Sur ce monocoque en question, des fuites de ballast, de machin, plein de petits soucis en permanence. Et je le vois sortir en pleine nuit, sa tête comme ça, avec l'éclairage blafard des instruments. Tu sais pourquoi on a des emmerdes à bord ? Je dis, ben non, pourquoi ? On a des milliards de bêtes. Ah bon, c'est quoi les bêtes ? Et il me montre les rouleaux d'essuie-tout qui avaient été embarqués pour 2 transats, enfin un aller-retour, plein, estampillés de petites bêtes à longues oreilles. Je tape sur la table en même temps. Tous les 3 cm, évidemment. Des milliards de bêtes. Bon, donc on a exorcisé le problématique bestiale, parce que pour le coup, on a fini jusqu'à Saint-Barth. Je suis revenu en solo. T'as gardé les rouleaux ? J'ai gardé les rouleaux, bien sûr. Il faut exorciser ce genre de choses. Oh, oui. Non, de toute façon, bon, en général, la superstition, ça porte malheur, donc ça sert à rien. Et donc, vous gagnez la course l'aller-retour, non ? On gagne pas l'aller. Sur ma liste, je gagne le retour, mais aucun intérêt. D'accord. Parce que je suis reparti. Oh, je te passe les détails. J'avais tout un bins ahurissant. On était au lendemain. On était en 80, quoi, là ? On est en 89 ? On est en début 89, t'as raison. 2 ans avant, je la fais courte, mais 2 ans avant, j'ai enfin fait le Paris-Dakar avec l'ADA. Enfin, donc 4 ans après le début de notre collaboration, qui devait initialement démarrer avec de la voiture, qui a démarré en bateau, je fais le Paris-Dakar avec qui ? Avec Jackie X, le fameux multiple vainqueur des 24 heures du Mans, que j'avais vu gagner les 24 heures en tant que spectateur quand j'avais 10 ans. Légende du sport auto. Grande légende, monsieur Jackie. Et je fais le Dakar dans une Lada avec Jackie, enfin dans la deuxième Lada, le porteur d'eau, avec Jean-Pierre Josso, un vieux pilote français. Et ce Jackie, que je connais depuis pas mal d'années déjà, hein, il était déjà là, est à Saint-Barth à l'arrivée de cette fameuse avec Jean-Jacques Poc. Et le départ du retour en solo a lieu tel jour. Sauf que les copains, Jean-Yves, mon tonton, qui prépare le premier Vendée Globe aussi, s'est arrêté à Lisbonne, que la Mazo est pas la Mazo, je sais plus, 3-4 concurrents sont pas encore arrivés. Donc il faut reporter le départ. Et moi, j'aimerais bien qu'on les attende. Et je sais pas pourquoi, le Jackie et le Jean-Jacques se montent le bourrichon au champagne un soir et décident que non, il faut respecter le règlement et qu'il faut que j'y aille. Donc je suis parti tout seul, en pleurant. Je me souviens très bien, j'étais tout seul dans mon canot, contre personne, à rentrer vers Lorient en larmes, en me disant mais pourquoi je suis avec des cons comme ça tu vois. Bon, ça m'a passé. Je peux le dire maintenant, Jackie est pas mort, Jean-Jacques est mort. Mais c'est vrai qu'ils m'ont fait pleurer, ces cons-là. Alors, le premier Vendée Globe. Ouais. Donc là, on va avoir cette année un Vendée Globe très particulier, probablement peu de monde au départ sur le ponton, probablement peu de monde sur la jetée, ça va pas être drôle. Oh non. Mais tu vis le premier Vendée Globe. Alors, on n'aime pas parler de pionnier, mais c'est quand même un truc. Ah si, c'est celui-là, oui. On sait pas ce que c'est. Ouais. On ne sait pas, la littérature journalistique de l'époque met assez bien l'accent sur le fait qu'on ne sait pas si vous allez y revenir. Est-ce qu'on va devenir fou Très peu de gens ont fait le tour du monde en solitaire sans escale. Ouais. Je veux dire, il y a 2 Pékin et 3 tondus. Hein. Il y avait, je sais plus qui d'ailleurs, même pas Colas, parce qu'il avait fait avec escale. Non, il y a à l'époque, il doit y avoir juste Sir Robin qui a fait le Golden Globe, et pas beaucoup. Ah si, et moi Tessier. Mais qui n'était pas revenu. Voilà. Ouais. Et puis un autre concurrent encore. Ah non, même pas. Loïc Fougeron, même pas, parce que non, c'est vrai, très peu. Mais... Donc du coup, il y a une ambiance particulière. Raconte-nous un petit peu ce que c'est justement cette. Est-ce que parce que les spectateurs le vivent comme ça, quand tu relis les histoires, j'ai écrit un bouquin sur le Vendée, donc j'en ai beaucoup bouffé il y a longtemps. Donc il y a quand même une forme de fantasmagorie autour de ce moment-là, de cette part-là. Est-ce que toi tu le vis comme ça aussi ? Est-ce qu'il y a cette pression, cette émotion oui. Déjà, c'est jamais anodin de traverser l'Atlantique en solitaire, encore moins de faire un tour du monde quand on l'a jamais fait. Bon, donc, c'est il y a 30 ans. Hein. Et ça, c'était il y a 30 ans. On est sur les 13 concurrents au départ, je crois que quelques-uns ont déjà fait des tours du monde, mais en équipage. Poupon avec Tabarly, évidemment, la Mazo aussi, mais quelques-uns. D'autres comme moi, alors, pour le coup, moi, je suis pas le plus jeune concurrent, c'est Alain Gauthier qui se retrouve le plus jeune concurrent du Vendée Globe. Eh bien, on n'a jamais passé l'Équateur, jamais passé le Horn, évidemment, jamais vu l'iceberg. Si, j'en avais vu dans le Nord, pour le coup, sur les transats, sur les Ostars quand même, mais pas autant que ce qu'on va voir par la suite. Au même moment, ma femme est enceinte. Oui. Bon, il va se passer des choses, quoi, pendant ce tour du monde, il n'y a pas photo, hein. Et puis au même moment, justement, pendant ce Vendée Globe, vont se passer la chute du mur de Berlin, la libération de Mandela, et c'est incroyable. C'est qu'il y a des symboliques avec lesquels on n'a rien à voir, mais que bizarrement,
ces 13 concurrents autour du monde se sont attribués un petit peu. En tout cas, c'est la sensation qu'on a eue parce qu'on avait très très peu de nouvelles. Et c'est ça ce qui est bien. Ce qui est bien quand on a peu de nouvelles, on n'a que les bonnes ou que les fortes. Et le PC nous envoyait en BLU quelques nouvelles. Ouais, le mur vient de tomber. On rappelle juste aux plus jeunes de nos auditeurs que c'est pas du tout le monde connecté d'aujourd'hui, quoi. Hein. Ah non. Et heureusement. Ouais. C'est ce qui faisait la beauté du geste, me semble-t-il. Je le dis tout le temps, hein, le luxe, c'est d'être connecté, mais le suprême, c'est de la déconnexion. Il n'y a pas photo aujourd'hui, vraiment. D'ailleurs, on sent bien, hein, les endroits déconnectés prennent de la valeur. Enfin, il est temps, les enfants, déconnectez-vous. C'est mieux que de se rebeller seulement. Et du coup, comment tu vis la course ? On va reparler des anecdotes particulières de la course, mais donc, toi, c'est un voyage, c'est comme une compétition. Ah non, c'est une compète, ouais. Ah oui, c'est une compète. Une fois de plus, je te l'ai dit tout à l'heure. Parce que c'est pas le cas pour tout le monde, quoi. Moi, c'est j'ai pas l'outil sous les pieds, je le sais, c'est pas un bateau neuf, et bon, c'est un petit peu plus lourdingue et tout ce que tu veux, mais c'est une compète. On le voit déjà dès les premières minutes de départ. Les 2 premiers sur la ligne de départ, c'est Alain Gauthier et ma pomme. Et je passe la bouée de dégagement en tête devant Alain qui fait une petite erreur de ballast. On est tous les deux plus jeunes, à l'attaque. Nettement déjà devant ceux qui vont faire qu'un tour. Ah oui, c'est assez marrant. Non, c'est une compète parce que, une fois de plus, le seul moyen de supporter l'insupportable, et c'est à peu près constamment l'insupportable sur ces bateaux-là, aujourd'hui encore pire peut-être, mais où c'est pas seulement insupportable, c'est souvent monotone, on le sait, mais c'est ce qu'on va chercher. Mais l'un des moyens de le faire, c'est la compétition, c'est ce qui nous motive à remonter sur le pont, à les régler en permanence, et de se balader comme ça tout seul autour du monde pour la beauté du geste, ça m'intéresse absolument pas. Là, c'est vraiment très chiant. Il faut l'alliance. Ah ouais. Mais est-ce qu'il y a quand même une dimension voyage ? Parce que tu vas découvrir des mers inconnues, des lieux inconnus. Et c'est pour ça que j'emmène mon petit matériel vidéo, justement, en me disant, je vais vivre un truc peut-être unique, hein, je vais peut-être pas faire 15 tours du monde en solo dans ma vie, loin de là. Preuve en est, j'en ai fait qu'un d'ailleurs, en solitaire. Et donc, autant ramener quelques images pour mes enfants, que je n'ai pas encore, mais dont l'un ou l'une est en gestation. Donc, c'était ça la motivation. C'était d'abord un souvenir personnel de ce que de ce que faisaient tous les... Le caméscope pour les vacances, quoi. Voilà, mais ce qu'on fait normalement par écrit, ce que j'ai souvent fait d'ailleurs en journal de bord, en bande dessinée, des choses comme ça, mais là je voulais le ramener en image. Mais il n'y avait pas d'idée préconçue de fabrication de produits, bizarrement. Aucune. C'est pour ça qu'il y a un certain naturel à ce fameux Vendée Globe en image, le petit tour du monde illustré, ce que j'ai appelé par la suite. Il y a évidemment le moment incroyable qui a été raconté dans tous les sens du sauvetage, entre guillemets, de Philippe Poupon, qui sont des images très très fortes, qu'on ne va voir que très longtemps après. Pas de connexion. Pas de connexion quand tu vas balancer les cassettes à tes frères qui viennent au Cap Horn te faire un petit coucou. Ouais. Juste de l'intérieur, comme c'est exactement ce qu'on racontait tout à l'heure, il y a cette sensation de facilité, de fluidité dans le sauvetage. Alors évidemment, tu as dû passer plusieurs fois, j'imagine, et ça s'est pas fait du premier coup. Il y a cette image incroyable où tu te penches par-dessus la filière, il n'y a plus qu'un pied qui touche. Pas loin. C'est chaud quand même, hein, les images sont là pour le montrer, mais il y a toujours justement ce côté facilité, un petit peu ludion, quoi, qui est assez frappant. Mais toi, quand tu arrives, comment tu vis la situation ? Tu te dis, il s'est quand même mis dans une sacrée merde, ou tu te dis, bon, on va faire ça, pif paf pouf, puis il va se redresser, puis je vais courir. Est-ce que c'est aussi facile que ça ? Non, mais c'était pas. Les images donnent cette impression. Ouais, non, mais la vraie pas la difficulté, mais la vraie surprise, c'est de trouver ce bateau dans cette position-là. Là, tu prends n'importe quel monocoque ou dériveur ou n'importe quoi, et dans la baie ici, et t'essayes de l'équilibrer en mettant des petits points en haut et en bas et à droite. C'est impossible. Ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Il s'avère qu'il y a une grande stabilité qui est incroyable. Je m'attendais à le voir ou à l'envers, ou couler, ou filou dans un bib, ou sans quille. Enfin, tu vois, il y a plein d'autres situations. Pas celle-là, pas du tout. Donc ça, c'est la première surprise. La deuxième, c'est qu'après... Non, j'ai fait 2 fois le tour. On n'avait pas de moteur à l'époque, on est juste à la voile. J'ai raté la première. Les moteurs ont été enlevés ? Il n'y avait pas de moteur du tout. Ouais. On avait juste des générateurs. Il y a pas de... Ouais. On n'a jamais eu de moteur sur ce bateau-là. D'accord. À l'époque, on avait un petit hors-bord pour les manœuvres. C'est sur ton bateau, c'est pas une règle du Vendée Globe. C'était une règle du Vendée... La règle du Vendée Globe n'imposait pas d'avoir des moteurs. D'accord. Ok. Enfin, d'avoir des hélices. Des hélices, oui. Et après, n'imposait pas non plus d'avoir des moteurs. Hein. Si les panneaux solaires de l'époque avaient suffi, ce qui était le cas, on en avait déjà. On avait déjà 2 panneaux, des éoliennes énormes, enfin des trucs de l'époque, et les hydrogénérateurs qui existaient déjà. Toujours est-il que, oui, 2 manœuvres, tac, 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 je récupère le bout. En fait, Filou pense que son bateau va se redresser parce qu'il est couché du mauvais côté par rapport au vent. Bon, le vent a pas mal molli, au fur et à mesure, ça va mollir dans la journée. Il pense que si on le retourne dans l'autre sens, le fardage devrait l'aider. Lui-même est surpris par la stabilité totalement inconcevable du bateau comme ça, couché sur le côté, quoi.
Donc il pense que cette instabilité caractérielle devrait normalement jouer. Et ben, pas du tout. Et en fait, c'est moi qui vais lui suggérer d'enlever l'artimon. Ça avait dû lui passer par la tête, mais en fait, il a eu très très peur, le philo. Parce qu'il a essayé depuis... Ça fait 24 heures qu'il est comme ça, une vingtaine d'heures. Moi, je suis beaucoup plus nord que lui. Le temps d'y arriver, en plus, il y avait baston, j'ai eu des problèmes dans le gréement, c'est comme ça que j'ai réussi à le repérer, d'ailleurs, parce que j'étais là-haut. C'est pas ce que tu montes en tête de mât que tu le... Je monte en tête de mât 2-3 heures avant d'arriver sur sa position. La dernière position connue, elle date d'il y a 24 heures. On l'a en BLU seulement, en radio. Donc ça peut dériver, bouger, machin. Et en fait, je monte réparer un baoban, un D2, je pense. C'est assez haut, 2e étage de barre de flèche. Un petit ridoir qui était ouvert. Ding, 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 ding. Avant de virer, ou d'empanner d'ailleurs, je crois. Parce que sinon, je sais que le mât risque de tomber. Et de là-haut, je vois un truc lumineux dans le coin d'un regard, sous un nuage, là-bas, à au moins une dizaine de milles. Et c'était le bout de l'aile d'un avion sud-africain qui faisait sa dernière rotation au-dessus de la position, évidemment. Et j'étais pas du tout là où il fallait, d'ailleurs. Je l'aurais peut-être pas trouvé aussi facilement. Pop, coup de bol. Alors là, j'ai fini ma petite réparation, redescendu, j'étais un peu crevé. Et je suis arrivé sur zone. Et après, donc, voilà, suggestion on enlève l'artimon. Ce qu'il a fait. Et puis après, c'est bon. Et en fait, bon, la leçon de cette histoire, elle est intéressante, c'était ça. Et heureusement que j'en ai tiré une petite morale sans le savoir. Je l'ai su par la suite, que cette morale m'avait un peu sauvé. Mais de voir Philippe Poupon, le favori, ou l'un des favoris de cette course. C'est le grand marin de l'époque. C'est le grand marin de l'époque. Il a gagné Rome, le machin, le bidule. Il gagne le Rome l'année d'avant, justement, ou 3 ans avant. Pour le coup, c'est l'inspirateur d'une génération de marins qui sont dans la perf, l'optimisation. Il a un bateau super bien préparé, il a tout ce que tu veux, il a une expérience incomparable. Et donc, de le voir dans cet état-là à l'entrée de l'enfer, ça m'a sauvé, en fait. C'est tout simplement de se dire, attention, on va arriver dans un endroit qui va être dramatique. Donc, je pense que l'attaque un peu régate du début jusqu'à l'entrée de l'Indien, c'était une chose. Lui, il m'a calmé un petit peu. Mode survie pendant tout le tour et re-attaque à partir du Horn. Et c'était une bonne gestion à l'époque. C'était l'un des moyens de pouvoir sauver sa peau dans le sud, quand même. À l'époque, on n'avait pas de limite sud. On est dans les icebergs. Avec mon copain Jean-Luc Vandened, on est vraiment... Lui, particulièrement, il fait demi-tour carrément. Tellement il y a de la glace autour de lui. Moi, j'en vois plein. Je me demande vraiment ce qu'on fout là. C'est fascinant. Mes souvenirs extraordinaires, en fait. Extraordinaires, parce que c'est normal, quand on se sort de situations un peu bizarres. Mais du coup, par exemple, aujourd'hui, c'est totalement inconcevable. En tout cas, le niveau de risque n'est plus accepté, y compris par les coureurs. Tout à l'heure, tu parlais du fait que, justement, les niveaux de risque baissaient et on était dans une société qui tendait Alors, le risque augmente avec la vitesse, clairement. Ouais. Là, il n'y a pas photo, et les bateaux vont 3 fois plus vite. Donc, évidemment, le choc, l'énergie cinétique, ne serait-ce que ça, est nettement supérieur. Et au carré en plus. Donc, mais par contre, il est vrai que les parcours on est un peu plus, les routages amènent tout le monde au même endroit et ainsi de suite. C'est un petit peu plus panurgé, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, mais au-delà de ça, la perception des marins d'aujourd'hui d'aller dans des champs d'iceberg, personne n'irait. Non, personne. Et c'est normal d'ailleurs, faut pas, faut arrêter. Faut pas. Mais là, c'était super. Le fait de les découvrir, moi je me souviens très bien quand je l'ai vu. Une fois de plus, c'était pas les premiers icebergs. J'en ai vu quelques-uns dans le nord, près de Terre-Neuve, pendant les Ostars 84 et 8 mai. Mais là, ce qui était génial, c'est que à l'époque, le plan de pont, j'ai un petit cockpit au pied de mât, en plein milieu, à l'extérieur évidemment, cockpit de drisse au pied de mât, totalement exposé évidemment. Et je suis en train de prendre un riz ou de renvoyer à la grand voile comme ça à Année. Et c'est vrai que quand on est sur un bateau au long cours, au large, et même quand on fait de la croisière, on s'en aperçoit parfois, on regarde pas la mer. Quand on est sur un bateau, tu connais ça aussi. On regarde que son environnement proche, le plan de pont, la prochaine vague qui va arriver, les embruns, mais on a un champ de vision assez restreint, comme dans une voiture. On regarde pas le paysage quand on conduit, on regarde là où ça va arriver. Et de temps en temps, je sais qu'à bord, je me surprends à relever la tête et tiens, je vais regarder la mer. Ce qui est une manière de regarder les choses qui est très différente. Bon là, boum, 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 je suis en train de hanner sur mon petit winch, mon petit bidule, et puis je vois un éclat lumineux sous la baume, dis donc. Comme ça, sous le vent, on est bâbord à mieux. Une sorte de lueur. Pom, et là, par le travers, il y avait une montagne de glace, mais à un demi-mille. Oh merde. Par le travers, ça veut dire que un demi-mille plus décalé, j'étais déjà dedans. Et là, donc, je regarde la mer, c'est le cas de lui, en disant, non, il n'était pas tout seul. Hop, à gauche, un tabulaire qui fait un demi-mille, qui était à 2-3 milles, très loin, énorme. J'y suis. Et là, c'est comme quand tu rentres dans une forêt, dans la forêt de séquoia, à Yellowstone, là, ou loin aux États-Unis, où tu rentres dans la vallée des géants.
en fait. Ça fait très Game of Thrones, le truc, où ça fait très... C'est génial. T'arrives dans un endroit où ils sont là. Ils sont sacrés, ils bougent pas, il y a une lenteur ahurissante, il y a une puissance dingue, et il faut passer sans les réveiller, quoi. Tu vois, c'est un peu l'ambiance... Et là, il faut faire gaffe. Et puis la nuit tombe, et tu sais que les géants sont partout. Mais détecter... Alors, est-ce qu'on peut les détecter au radar, pas au radar? De temps en temps, je me dis oui, peut-être. Et puis après, il y a les fameux growlers, ces petits morceaux qui flottent, grands comme la table, mais qui peuvent te détruire un bateau. Il y a plus de fascination que de trouille. Oui, il est deux. La peur, c'est une fascination non contrôlée. Fascination, Donc forcément, qu'est-ce qu'on fait là? Moi, je sais que je suis mort de trouille. Je sais que je le filme, là, pour le coup. Ouais. Non, là, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce que c'est sérieux, quoi? À quoi ça sert? C'est la roulette russe. Au sens littéral du terme. Ah ouais, et on ne sait pas combien il y a de balles dans le barillet, dans le machin. Ouais, vraiment, parce que... Et après, pour en finir avec ce Vendée Globe, on reviendra peut-être, mais je me souviens très bien de la dernière nuit, parce que je fais beaucoup de visualisation, en fait. Beaucoup, énormément. Je visualise beaucoup les problèmes avant et éventuellement après, pour travailler, préparer mes courses, mes plans de pont. Je visualise beaucoup. Je fais un travail Depuis toujours, je fais ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je dessine énormément. Mais ce qui est intéressant, c'est d'imaginer les choses. Et je les imagine tellement que ça me permet d'inventer des pièces, des machins, des bidules, des hooks, des systèmes, d'une part, mais aussi de visualiser des manœuvres. Sur un gros bank pop de route du Rhum, là, il faut un peu gérer. T'as 40 ficelles dans tous les coins, un plan de pont qui n'était pas du tout adapté. Donc, il faut visualiser. Et bien, cette visualisation à l'extrême, je me souviens, on est la dernière nuit de ce tout premier Vendée Globe. Je suis à donc quelques centaines de milles d'ici, des Sables d'Olonne. L'Amazou est arrivé il y a une douzaine d'heures. Tu te filmes en train d'écouter son arrivée. Je me filme et j'écoute en grande ondes Gérard Fusy sur Europe 1 qui fait le commentaire en direct de Titouan, de l'arrivée, ce qui était sublime. Il a fait une course idéale. Et là, je ne sais pas pourquoi dans mon petit duvet, c'est pas un cauchemar, c'est une visualisation. Je me dis, tiens, on est passé quand même par des trucs incroyables, quoi. L'équateur, le machin, le Cap Horn, Filou, ça y est, j'arrive. Après 110 jours de boulot, 111 ou 110, c'était long à l'époque. C'est marrant, c'est un peu comme dans les choses de la vie. Le film avec Piccoli, tu vois, tu me fais un petit flashback sur tout ce qui est arrivé. Et je me visualise le nez dans un iceberg. Le bateau s'explose sur un iceberg, c'est donc une falaise de glace, coule au pic, à pic de l'iceberg. Je me retrouve avec un opinel dans la main en guise de piolet, et j'essaye de monter sur l'iceberg. Voilà. Et ben j'en ai eu des sueurs froides. Ah oui, les vrais. Rétrospective, quoi. Ouais, mais les vrais. Je me souviens très bien de la sensation. Mais dingue, c'était tellement bien visualisé, c'était de la 3D avant l'heure. Super. Donc... Non, ça fout les chocottes. Et comment tu vis l'arrivée? Parce que c'est le moment, c'est une récompense pour tous les marins qui font le tour, et même pour ceux qui y assistent. Il n'y a pas beaucoup de courses où il y a une émotion palpable à ce point-là, y compris pour les spectateurs. Ouais. Le départ et l'arrivée, d'ailleurs. Voilà, mais bon, j'étais trop jeune pour faire cette arrivée-là, mais j'en ai fait 4 ou 5. C'est dingue. Un marin qui rentre d'un tour du monde, il y a une charge symbolique très très forte. Il y a beaucoup d'émotions. Le premier, une fois de plus, c'était peut-être un peu plus symbolique que les autres, mais enfin, ça reste, c'est loin d'être anodin de faire un tour du monde, une fois de plus. Mais oui, il y a des Champs-Élysées plus ou moins établis là-bas. Enfin, ces fameuses jetées de la Chaume et des Sables, c'est idéal pour ce genre de truc. T'as le temps de te poser doucement. C'est assez marrant parce que la mer se calme au fur et à mesure. C'est pas brutal comme une entrée dans un... t'arrives pour une fois dans un truc qui va être calme. C'est ça le plus surprenant. Après une grande durée en mer, en fait, c'est avant tout, c'est la petite dichotomie entre le calme, enfin, de l'eau. Il n'y a plus ce bruit-là, et le bruit ambiant qui commence à s'élever. Mais, alors, le premier Vendée Globe, il avait quand même une particularité. C'était très long, évidemment, et d'arriver... Une transat, t'as pas le temps de te déshabituer aux vicissitudes terriennes et tout ça. Bah si, là, t'es à plus de 3 mois, Mais quasi à 4, quoi. Sur une transat, globalement, tu peux être un peu décalé dans l'horloge, mais enfin, t'es assez proche des événements, t'es assez proche du truc. Alors qu'un tour du monde, on était totalement décalé. À part ces quelques grands événements qui ont eu lieu, mais ça va. Ce qui veut dire que je me souviens très bien d'une autre chose, la veille ou l'avant-veille, quand on commence à recevoir les grandes ondes, quand on est en mer, il y avait le fameux congrès du PS à Rennes. Donc, en gros, tu retombes dans la civilisation avec les commentaires du congrès du PS à Rennes. Il faut expliquer un petit peu ce que c'était. C'est le congrès où le PS va se déchirer massivement entre Fabius et Jospin, ou je ne sais trop qui. Enfin, et c'était d'une sorte de... Mais j'étais atterré. Tu vois, oh, merde, c'est ça. T'as envie de faire demi-tour, comme Moitessier, quoi. Tu vois, tout de suite, tu te dis, non, c'est pas possible. Ce monde est fou. Et les médias mettant autant
Oh putain. Donc déjà, le socialiste, c'est compliqué, mais là, à ce moment-là, c'était... Oh là, oh les cons. Donc tu te dis, je fais demi-tour ou pas? Non, j'y vais, allez, on y va. Et puis, bizarrement, quelques jours plus tard, t'étais rien, comme les autres. Tu redeviens très vite. La capacité d'adaptation. Dans la vulgarité terrienne, très très vite. Alors qu'il y a une sorte de... On a l'impression de faire partie d'un monde un peu différent, d'être, tu vois, des sortes de chevaliers blancs qui ne servent à rien du tout, mais hormis à faire avancer un peu l'inutile, tu vois le truc. Alors que là, quand tu arrives à terre, t'es qu'un terrien comme tout le monde. Ah. Bon, peut-être quand tu rentres, t'es père de famille. Bah oui, et pas qu'un peu. En fait, juste après avoir coupé la ligne d'arrivée au Sable d'Olonne, j'ai des copains des Sables qui me balancent avec le Zod de Filou qui est là, avec tous les Filou, et justement dans son zodiaque. Et d'autres copains qui me balancent un gros rouleau en carton dans lequel il y a une bouteille de boisson gazeuse qui me pète à la gueule d'ailleurs, et une immense photo de ma fille. Dingue, qui a une tête d'Iroquois, un truc incroyable. Et que je ne vais voir que quelques heures plus tard, parce qu'il faut se plier au protocole. Au protocole, ouais, exactement. Ouais. Voilà, et qui a 30 ans aujourd'hui donc. Elle a un peu plus. 31. Ouais, 31. 31. Et oui. Le temps passe. Exactement, et tant mieux. Ce premier Vendée Globe aussi, dans l'esprit de beaucoup de marins qui le font, et dans l'esprit du public et des suiveurs, comme on dit, c'est normalement c'est le sommet d'une carrière. Oh non. Non, mais pour beaucoup. Ah ouais. Pour beaucoup. Oh non. Alors, sauf que toi, t'es tout jeune. Pour toi, c'est une étape, une case de cocher, et on passe à la suite. Comment se fait Ah oui, c'est une étape. Comment se fait la transition? Il me semble que depuis tout petit, enfin pas depuis tout petit, non, c'est pas vrai, mais en tout cas, assez rapidement, on comprend une chose en matière de voile, il faut le comprendre, il faut le faire comprendre, c'est que ça n'est pas la taille des oreilles qui fait qu'on entend mieux, ça n'est pas la taille du bateau qui va faire, qui est comparable à un talent quelconque, c'est la beauté de ce sport mécanique voile, qui est unique en son genre dans ce domaine. C'est qu'on a des champions de Vendée Globe qui reviennent faire des Figaro, de Coupe de l'Amérique, machin bidule. On arrive à mélanger les gens, les Français particulièrement, c'est vrai, on est assez spécialistes du côté généraliste, d'ailleurs, justement. Et ça veut dire que je comprends aussi la différenciation qu'il y ait chez les acteurs potentiels ou les actrices en termes de bateau, qu'un Vendée Globe soit le projet d'une vie, mais ou toute leur vie pour ce projet-là. Mais pour moi, non, pas du tout. C'est même pas un point de passage. Ça fait partie du paysage disponible. Et comme tu disais, depuis longtemps, j'ai toujours envie de toucher à tout, d'essayer de comprendre un petit peu tout, d'essayer. Ce qui est le maître mot du solitaire, d'ailleurs, je dis souvent, un solitaire, il peut pas être bon partout, évidemment, mais il n'a pas le droit d'être mauvais quelque part. C'est ça tout le truc. C'est ça la gestion du solo. Donc, d'essayer de butiner un peu partout pour culturellement s'enrichir. Et... Ouais, c'est un gros morceau de pollen, pour le coup, quand même. Oui, mais Est-ce que tu changes de statut après ce premier Vendée Globe? Oui, forcément. Quand même. Oui, pardon, je tape sur le micro. Oui, alors on va faire un truc, on voit bien que le statut change, qu'on touche quelque chose de beaucoup plus grand public, c'est le cas de le dire, de beaucoup plus aventure, que le résultat importe peu, d'ailleurs. Ça, c'est aussi la beauté de ce sport assez bizarre, et surtout de ces grandes épopées, c'est que pour réussir, on n'est pas obligé de gagner. Loin de là. Qu'est-ce que c'est que la réussite? C'est un autre débat, mais Lamazou gagne ce Vendée Globe, et on lui propose d'aller descendre les Champs-Élysées, comme Tabarly l'avait fait en 76 lors de sa deuxième victoire dans le Star. Gérard Fusy et toute la bande d'Europe proposent à Lamazou de descendre les champs. Symbolique, importante. Hein. Il refuse, le Titouan. Il est un peu timide, et il a raison, puis il est un peu introverti malgré tout. C'est un artiste dans tous les sens du terme. Et il dit, bon, je veux bien, mais avec Loïc, avec le second. Je lui dis, non, c'est pas réservé, c'est réservé aux vainqueurs. Non, j'y vais pas si tu viens pas. Bon. Et on nous voilà à descendre les Champs-Élysées tous les deux. Et donc, tu parlais d'un changement de statut. C'est vrai que tu te prends pour autre chose d'un seul coup. C'est dangereux. Tu descends, il y a des rangées de flics partout. Il n'y a pas énormément de monde. Sur les photos, en fait, il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a pas la foule en délire, loin de là. Les bons cadrages font qu'on a l'impression qu'il y a... On est bien d'accord, c'est pas la Coupe du Monde de foot et c'est pas, une fois de plus, la voile n'est pas du tout un sport majeur. On a quelques événements qui le sont temporairement, ce qui est le cas du Vendée Globe, c'est vrai, mais c'est tout. Ça retombe vite. Et tant mieux. C'est pas plus mal. Il faut en être conscient très vite. Mais ça n'empêche que c'est vrai que le statut change un petit peu. Je me retrouve heureusement à être un peu plus sollicité pour aller faire des conférences, des choses comme ça, et enfin arrondir un peu les fins de mois. C'est important parce que l'aspect économique jusque-là est assez limité quand même. Pour ne pas dire plus. Pour ne pas dire franchement précaire. Ouais. Alors, ça va enchaîner assez vite et ça va s'arrêter avec la DAPOC, avec Jean-Jacques Poc. Ça va s'arrêter. Non, pendant le Vendée Globe, j'arrive à négocier le fait de racheter l'ancien bateau de Peter Blake, Steinleger, le trimaran assez génial qui avait fait
Dow, David Alwyn Williams, et qui était à Ipswich, que mon copain Jacques va chercher. On se fait une two-star, je fais une route du Rhum et on abandonne 2 fois, tac, 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 et ça s'arrête là. Non, avec la Dapoc, je finis avec un Figaro, me semble-t-il, en 90. Un truc comme ça. Et ça va être un nouveau sponsor tu vas entamer un nouveau chapitre en termes de sponsoring avec un sponsor qui va t'accompagner assez longuement aussi. C'est Fuji. Alors Fuji Film, Fuji Color, je suis pas un spécialiste. Fuji Film, il y a eu un peu de tout. C'est Fuji, la famille Develay, qui est impliquée dans la marine à voile depuis pas mal de temps, parce que je les rencontre en 86 au départ de la route du Rhum, je me souviens. Et là, il démarre avec Mike. Voilà. Et Mike est le pilote d'usine, j'oserais dire, de Fuji, de cette famille passionnée et qui importe en gros les produits Fuji en France, à peu de choses près. Une maison La Trinité, je crois, juste derrière l'un des frangins. Ouais, voilà. Ouais. Et on arrive en 90, arrivée du premier Vendée Globe, 91, année sèche, j'ai pas de boulot, rien du tout, un enfant sur le dos, mais dingue, chaud. Ouais, 91, c'est chaud, je me souviens très bien. Et puis, comme quoi on peut changer de statut et ça se convertit pas forcément. Pas du tout, mais absolument pas. Et puis il n'y a pas beaucoup d'activités complémentaires, à part ces fameuses conférences qui me sauvent un peu la vie. Oui, c'est ça. Et puis 92, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben oui, le Vendée Globe, qui avait eu lieu en 89-90, est décalé par rapport aux autres événements, Tagadak. Et donc, débat, faut-il le faire tous les 3 ans, tous les 4 ans ? Voilà, et Jeantot décide de faire l'édition suivante 3 ans plus tard, c'est-à-dire fin 92. Fuji, en tant que sponsor, veut faire le Vendée Globe. Mike, en tant que pilote, ne veut pas faire le Vendée Globe. Fuji me recontacte, on était déjà en contact depuis pas mal de temps, et j'intègre l'écurie en 92 pour faire le Vendée Globe. On se met en quête de construire un bateau en urgence, en catastrophe, dans un moule existant, et ironie du sort, on va faire ce bateau, ce Fuji Color, je sais plus comment, 3 d'ailleurs. 2. Après, je peux me tromper. Mais... C'est le 2, t'as raison, c'est le 2. Oui. Fuji Color 2, dans les moules du bateau de la Mazou qui vient de gagner le Vendée Globe. Le 2, ça a l'air d'être... Non, c'est le 3. Le mono, c'est le 3, c'est sûr. Le 2, c'est le multicoque. Exactement. Excuse-moi. Et donc là, c'est un peu compliqué pour nos chers auditeurs et auditrices, mais bon, je vous la fais courte, mais en gros, en 92, je me retrouve dans une écurie dont le pilote officiel est Mike Birch, qui a été mon maître Jedi, qui ne veut pas faire de Vendée Globe, et ça se comprend. Son sponsor le veut, Tagadak. Entre-temps, au mouillage, à la Trinité, il y a ce fameux Fuji Color 2, trimaran Nigel Arens, magnifique. Un 60 pieds hors mât, pas de Maël, mais enfin, en tout cas, avec lequel Mike n'arrive pas à vraiment faire de bons résultats, ni en Grand Prix, ni en quoi que ce soit. Donc, c'est assez cornélien comme situation pour moi. C'est pas idéal, d'autant plus que les gens de Fuji ne veulent pas que ce bateau soit utilisé, le trimaran, pendant que le monocoque est en construction. Puis je leur dis, merde, il y a l'Ostar, la Transat anglaise, là, on est en 92, c'est maintenant sur ce bateau-là qu'il faut le faire. Et je fais l'Ostar et je la gagne. Zut. Ça n'améliore pas, paradoxalement, les relations avec Mike. Et c'est dommage, parce que ça a toujours été... Avec Mike encore, ça se passe très bien, mais bon, tu sais, c'est comme les astres. C'est souvent les satellites qui s'entrechoquent, quoi. Les astres eux-mêmes, ils sont assez loin. Ah oui. Non, je ne veux pas dire que je suis astral, mais en tout cas... C'est parce que je ne rigolais pas pour ça, c'était pour l'image. Mais on la comprend bien. Tout à fait. Voilà, et c'est à peu près la même chose. Et donc voilà, peu importe, toujours est-il que je me retrouve à gagner une transat en solo pour la première fois, la fameuse transat anglaise en solitaire, sur ce fameux Fuji, qui deviendra, avec lequel on va faire une évolution fascinante. Et puis parallèlement, on construit ce monocoque. Boum, deuxième Vendée Globe d'entrée de jeu, enfin 3 ans après le premier. Je la fais très courte parce que ça fait très court. J'ai fait 5 jours et le bateau a coulé. Ou du moins. Du coup, tu vas avec la même envie, avec la même logique Moins. Non, du coup, je vois bien, c'est la première fois, je me retrouve patron d'une écurie et avec 2 projets en même temps, un de multi, un de mono, difficile à gérer. Il faut faire gaffe, faut pas avoir trop faim. Enfin, c'est même pas une question de faim là pour le coup. Il faut pas avoir trop envie, mais je réponds à des obligations aussi. Et donc mal préparé. Pour la première fois que je fais un bateau neuf en plus. Oui. C'est la première fois qu'on me donne la chance de le faire, mais pas assez de temps. Si tant est que ça soit une excuse. Les erreurs faites, en tout cas structurellement, a priori, ne viennent pas de moi, mais enfin, en tout cas, j'aime bien me sentir responsable de tout ce qui se passe, les bons comme les mauvais moments. Bon, on enchaîne avec Fuji, sur de belles années. Oui, là, par contre, là, ça va être... Trop belle, presque, ça va être vraiment des années incroyables, parce que moi, du coup, en bossant un petit peu, j'ai tous les palmarès, il n'y a quasiment que des places de premier, quoi. Quasiment, et c'est un peu lassant. J'ai pas dit ça. Mais... Si, c'était pas très bien parce que justement. tu veux dire qu'il n'y avait pas assez d'adversaires. La notion de facilité, cette manière un peu désinvolte de faire les choses alors qu'il y a un travail énorme.
Là, ces années-là, on invente plein de trucs. Les bacs et bascules, les plaques de tête, les machins, les trous dans les mâts pour ranger les drisses, les hooks de riz, tous ces petits détails, même la structure du dernier Fujifilm en X, les cockpits plats, l'ensemble de l'ergonomie. C'est vraiment du pur produit sorti de cette pas guerre, mais en tout cas de cette confrontation technologique amicale et parfois un peu violente avec l'équipe de Laurent Bourgnon. Parce qu'on est les deux leaders de cette flottille jusqu'à l'arrivée du jeune Mozart, du petit Franck, tu vois, avec qui on s'est bagarré aussi. Mais du coup, juste pour le traduire, hein, c'est-à-dire que par exemple sur le Tour de l'Europe, tu vas faire, c'est tous les 2 ans en équipage. Non, on en a gagné tous. 4 victoires consécutives. Ouais. T'as je sais plus combien de titres de champion du monde hors map, parce qu'il y a un titre de champion du monde. Oui, champion du pouliguen, je disais à chaque fois. Oui, mais bon, ils sont quand même là. Le nombre de grands prix gagnés il y en a eu pas mal. Jamais. Ouais. Tu regagnes la Trinité anglaise en 96. Exactement. Encore, donc c'est avec le même bateau. Québec, Saint-Malo, les grands prix, etc., etc. Juste, je te montre, il y en a trop. Premier. Ouais. Je suis obligé de mettre en rouge pour trouver un truc particulier à raconter. Ben, en fait, oui, c'est vrai, c'est assez paradoxal. Je vais pas dire qu'à vaincre sans péril, on pourrait triompher sans gloire, mais en tout cas, parce que les périls existaient, évidemment, et la concurrence aussi. On parlait de gestes importants. Il fallait densifier cette flottille Yorma, à l'époque, dans les années 90 jusqu'à 2000. Pour ce faire, on avait prêté nos moules à Francis Joyon, par exemple, pour un franc symbolique, pour qu'il puisse fabriquer les moules de Fuji, du trimaran, pour qu'il puisse fabriquer lui-même le premier Banque Populaire digne de ce nom, j'oserais dire. Et ainsi de suite. Tu vois, on a donné des coups de main un peu partout pour faire en sorte que ça progresse, mais on était un cran au-dessus, il n'y a pas photo, quoi. En équipage, c'était la dream team du moment. Moi, j'étais avec Jean Morel, Peutrec, Le Vaillant, Jean Batte, on faisait des travails de voile, plein d'inventions fascinantes. J'étais extrêmement habité et motivé à ce moment-là, mais c'est une période la période des Lumières, un petit peu. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est un peu les Lumières. C'est là où tu deviens aussi très médiatisé, c'est là où il y a des moyens. Il y a juste ce qu'il faut et on en fait, mais pour en revenir aux moyens, bien sûr qu'on n'est pas à la rue, loin de là, mais on a des budgets nettement inférieurs à tous nos concurrents, à peu de choses près. C'est ça ce qui est dingue. D'accord. Mais on fait un travail génial. On travaille beaucoup. Je travaille énormément en barter. On est les premiers à faire. Je suis le premier à faire le camion, le fameux semi-remorque d'assistance, avec Renault comme partenaire, avec machin, pour mettre les deux voiles, les dérives, les machins. On est les tout premiers à faire ça. Donc, tout de suite, vu de l'extérieur, on se dit, oh là là, on est un peu trop arrogant, me semble-t-il, en termes de résultats et d'efficacité. Mais désolé. Ouais. Comme Mercedes aujourd'hui en F1, quoi. Désolé, les gars. Mais on fait le boulot mieux que vous. Point barre. Maintenant, heureusement, ça a changé, et puis c'est pas plus mal. Non, mais ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que chez Fuji, ils s'en lassent un peu aussi. Oh bah ouais, ils ont encore gagné, bon d'accord, c'est bon. Ah oui. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que quand on ne gagnait pas enfin, quand il y avait un problème technique, 2002 par exemple, mais même avant, quand, je sais plus quand j'ai dématé, je sais pas quoi, et ben les seuls moments où j'ai senti que la boîte se regroupait autour du projet, c'est quand ça marchait pas. D'où il y avait une forme de routine de la victoire, quoi. Ouais, totalement. Totalement. Ah oui, j'avais beau envoyer les coupes, les trophées, les machins au siège social, ils les foutaient dans la cave, ils n'en avaient rien à branler en fait. Ouais. Ils avaient raison en partie. Mais je me souviens très bien, le premier Grand Prix en direct organisé par Philippe Fac, on est à Fécamp, dans les années, je sais pas, je peux pas te dire, 97 peut-être, et on est en live, France 3, Pernod, la totale, enfin bon, énorme erreur. Il faut jamais faire de live avec du bateau à voile, on le sait, du léger diffusé, surtout à l'époque, et là, il n'y a pas un pet de vent, il y a du courant, on prend un départ canon, les autres sont 5 minutes derrière, il y a un spectacle nul, on met le Maël en travers, on règle le bateau à l'envers pour essayer d'attendre les autres, pour ralentir. Moi, conscient du spectacle, en me disant, putain, on est en live, il n'y a rien, on voit que de l'eau, surtout Pernod avec ses hélicos, il avait l'habitude de prendre le tout, comme les départs de Route du Rhum, comme si c'était vu de la Lune, tu vois, genre, aucun intérêt. Je pense que et ça c'est le problème de la voie, celle-là a été le piège dans lequel sont rentrés des gens comme Philippe Fac, qui a rendu énormément service. Philippe, c'est le patron de CDK aujourd'hui, qui fabrique parmi les plus beaux bateaux de compétition du monde, bien sûr, mais c'était aussi l'équipier, l'organisateur des Grands Prix, c'était aussi l'équipier de Loïc Caradec sur les bateaux Royal, donc c'est un grand copain depuis toujours. Je pense qu'il est tombé, et tout comme les organisateurs jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je crois que la voile n'étant pas un sport majeur, il ne faut pas chercher à l'imposer comme tel, me semble-t-il. Il faut même, et ton podcast en est l'exemple, il faut même le garder. Alors, ça va faire élitiste, ce que je vais dire, mais le meilleur moyen de diffuser la pomme de terre, ça a été justement de la faire garder
de dire qu'elle était interdite et réservée aux élus. Sans déconner. Dès lors, ne jamais faciliter le travail d'un journaliste, par exemple. Pourquoi on invite un journaliste sur un Grand Prix à l'époque, un Grand Prix de multicoque? Pourquoi? Tout vous ferait payer, tout machin. Pour qu'il raconte des conneries en disant qu'il va s'ennuyer parce qu'il comprend pas le spectacle et la difficulté? Non. C'est même interdit. Si tu veux venir, tu fais comme sur la Coupe de l'Amérique quand Troublé la gérait, quand Bruno Troublé la gérait, tu payes ta place sur le bateau pour les suivre les bateaux. Ça, c'est intéressant. Remettre de la valeur là où elle est. Mais à force de tout prépayer, de tout pré-mâcher, avec des dossiers de presse, alors il y a que ça dans les entrées de vos salles de presse. Tiens, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que la voile est l'un des sports dans lequel il y a le plus d'attachés de presse? Il paraît qu'on est le seul sport à avoir autant d'attachés de presse, et en tout cas une par bateau, sinon une par marin. Alors je ne saurais pas te dire parce que je couvre pas les autres sports. Ah ben ce serait intéressant. Mais après, les attachés de presse aujourd'hui couvrent plusieurs bateaux. Oui, heureusement. Il n'y en a pas une par bateau. Ouais. Les agences sont plusieurs. Pour eux, il n'y a pas que des filles, ou des femmes, pardon. Mais en tout cas, c'est un peu trop prémâché notre affaire, où ça l'a été. À cette époque où on voulait absolument vendre ce produit qui n'était pas intéressant. Certaines qui est intéressant pour les marins quand même. C'était passionnant pour les marins, mais totalement inintéressant pour des spectateurs qui avaient du mal à suivre parce que les moyens de télévision n'existaient pas aussi bien qu'aujourd'hui, les moyens à bord et ainsi de suite. Donc c'est dommage. On est allé un petit peu trop vite. Enfin voilà, bon c'est un peu long ça. Tu pourras l'enlever si tu veux. C'était non mais j'enlève rien. C'était quand même des années à la fois sportives et technologiques assez incroyables. C'était il y a longtemps maintenant, mais ça donnait des images et des performances assez prodigieuses quand même. Je veux dire, je pense que de cette époque-là, il n'y avait pas grand-chose de plus beau qu'un dogleg dans la brise sur un Grand Prix Dorma. C'est vrai. On faisait pas grand-chose de plus, quoi. Non, on faisait pas grand-chose de plus beau pour quelqu'un qui connaissait la difficulté et le danger éventuel du moment, mais ça présentait aucun intérêt. Pour être très franc, c'est ça ce qui est dingue. C'est que au même moment, je vais te raconter une autre anecdote qui est intéressante. Dans les années 2000, oui, il me semble même un peu avant, non, juste après Fuji donc. Je suis contacté par une énorme entreprise française qui veut faire la Coupe de l'Amérique. À l'époque, on est encore sur des bateaux classiques, des version 5. Ça va se passer en Nouvelle-Zélande en 2003 ou 2004, peut-être à ce moment-là, je crois, parce que la fin de Fuji, c'était 2002, le Rhum, c'est ça, Fujifilm 2003. Admettons 2004 ou 2005. Il n'y a pas si longtemps. On est encore en version 5. Cette grosse boîte française, c'est un peu compliqué, mais enfin, en tout cas, je m'associe avec Bertrand Passé, à l'époque, qui était l'un des meilleurs match racers français, le seul à avoir une expérience sur la coupe, en monocoque, le seul champion du monde de match race. Et le seul, oui, c'est vrai, français en tout cas. Et ça fait 25 ans ou 30 ans que je travaille avec Lacoste, en tant qu'ambassadeur de ce fameux petit crocodile. Je connais très bien Bernard Lacoste, qui est héritier de René, le fameux Lacoste, pardon, je touche à mes lunettes, ça fait du bruit. Et j'explique à Bernard, il faut être parti, voilà le projet Coupe de l'Amérique. Et je lui dis, bon, ces bateaux sont pas très rapides, par rapport à Fuji, par exemple, par rapport au multicoque, mais c'est la Coupe de l'Amérique. Et il me dit tout de suite, ah bon? C'est pas les bateaux les plus rapides du monde, la Coupe de l'Amérique? Ah non, Bernard, pas du tout. Non, ce sont des monocoques, très lents, je parle bien, d'il y a 15 ans de ça. Eh ben, ça l'a pas intéressé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il était convaincu que ces bateaux étaient les plus rapides. Pourquoi? Parce que la vitesse, ça dépend de la comparaison avec autre chose. Un bateau qui va à 30 nœuds, aujourd'hui on commence à comprendre à peu près ce que c'est, et encore, mais surtout en image arrêtée, surtout un multicoque, il déplace pas beaucoup d'eau, pas beaucoup d'embrun, pas beaucoup de choses. À l'époque, un version 5, un bateau de la Coupe de l'Amérique qui était à 10 nœuds 7 au près, il faisait des embruns énormes, son numéro 1 à l'avant était couvert de flotte, il était beaucoup plus impressionnant en image arrêtée qu'un multi. Et donc l'image tout court de la vitesse, l'image tout court du spectacle, elle est vachement importante pour la vente du produit. Et nous, bizarrement, je ne trouve pas que la vitesse soit un argument de vente. Pas vraiment. Parce qu'il y a très peu d'utilisateurs et très peu de gens qui vont comprendre que la vitesse est la plus grande des difficultés à gérer depuis toujours sur un bateau à voile, et de plus en plus aujourd'hui. Non, bizarrement, le terrien est plus impressionné par la durée en mer que par la vitesse en mer. Donc il sera plus apitoyé par le dernier d'avant des globes que par le premier qui aura fait un meilleur boulot, et très nettement, que le dernier. Donc on a un gros décalage entre la réalité de notre petit village et la perception du reste du monde, de toute façon. Alors, juste au milieu de ces années Orma, ou à la fin de ces années Orma, avant la fameuse route du Rhum qui en gros va clore ce chapitre, tu vas faire The Race, qui est un événement assez important quand même dans le monde de la voile, à la fois dans le concept et dans ce qui s'est passé. Raconte-nous un petit peu comment ça se passe. Alors c'est laborieux. D'abord c'est ton frère qui organise. C'est mon frère qui organise. Pareil, dès qu'il commence à avoir l'ambition d'organiser ce truc-là, on est en... Alors, 2001, c'est le départ.
Mais il bosse dessus depuis 5 ans. Hein. Donc, à peu près dans les années 95, 96, il commence à en parler. Parce il est le détenteur du premier trophée Jules Verne. Exactement. En 93. En 93, le premier 93, Jules Verne. Ouais, ça doit être ça. Mémoire. Exactement. Les auditeurs nous corrigeront. Il est le premier à passer sous la barre des 80 jours. 79 et des poussières. Avec le fameux Commodore, le catamaran. Et puis ensuite, ils vont se passer la patate chaude entre Kersozon, Peter Blake et lui-même. Et par 3 fois, il sera détenteur du Jules Verne. Mais ceci dit, au moment de The Race, il l'a fait qu'une seule fois, d'ailleurs. Exactement ce que c'est. Alors, The Race, il annonce ça 3-4 ans avant. Alors là, je suis à bloc, moi, là-dedans. Tout de suite, comme le premier Vendée Globe, en me disant, mais ça, faut que je le fasse, quoi. Donc, je fais des projets de grands catamarans, des maquettes avec Fuji. À l'époque, je suis encore avec Fuji. Et puis, je suis pas, une fois de plus, pas bon vendeur. Tu vois, l'idée m'appartient même pas, d'ailleurs. C'est Bruno qui la développe. On travaille un petit peu ensemble sur certains aspects. Et puis, rien ne se passe. Sauf que Bruno, en organisant cette course, se dit, bien sûr, si je veux des concurrents, il faut quand même que je leur donne un coup de main. Donc, il arrive à trouver un partenariat entre Disney pour faire en sorte de construire 3 gros catamarans identiques, dont l'un va devenir Club Med, qui va gagner avec Grant Dalton, et un équipage moitié Frenchie, moitié autre chose. Un deuxième sur lequel il n'y avait personne, qu'il envisageait à un moment de skipper lui-même, et un troisième vendu à un Américain, Cam Lewis, qui deviendra Team Adventure, qui est toujours malheureusement à Boston avec une étrave coupée depuis 15 ans. Et au dernier moment, il me confie la barre ou le projet de ce deuxième catamaran en construction, encore en finition à Vannes chez Multiplast. Au dernier moment. Pendant ce temps-là, je suis encore Fuji. Pendant ce temps-là, on est en train de construire le nouveau Fujifilm, justement. Là, je passe tous les détails un peu, mais très compliqué. Une année, j'oserais dire, un peu complexe, parce que Fuji, c'est compliqué. On construit déjà un nouveau bateau. Ils comprennent pas que je m'intéresse à un autre projet, ce qui est un peu logique aussi dans leur tête. Bon. Et donc, on part vraiment avec la bite et le couteau de tout cet équipage. On est au départ de Barcelone, avec une bonne bande. La plupart de mon équipage sont des impétrants, comme je l'étais au départ d'un Vendée Globe. Au dernier moment, j'emmène Yves Laudet en me disant il faut quand même quand on relit un petit peu des papiers sur cette époque-là, on est embauché au cul du camion, quand même. Ah oui, au cul du camion. Ouais. Au cul du camion. Yves, je l'appelle quelques semaines avant en disant j'ai un peu la trouille qu'on chavire, vaut mieux que j'ai au moins confiance dans un barreur. Elena Caputo, une femme qui est la compagne de Skip Novak, la seule personne d'expérience qui m'est un peu imposée en co-skipper pour sauver ma place chez Fuji, en gros, parce que c'était un peu compliqué. Mais expérience fascinante. Voilà. Et sur l'eau Sur l'eau, on se débrouille, on fait malheureusement les premières journées sont pas très efficaces et on perd tout de suite le contact avec Club Med, malheureusement. Et puis après, on se bagarre, on arrive. C'est de la bagarre, c'est sympa, mais on n'a plus de voile, on n'a pas ces petits budgets, petits machins, que de la démerde. Mais bon, une expérience intéressante, mais usante, avec beaucoup de sueur froide. Et je les ai encore aujourd'hui. Par 2 fois, j'ai failli perdre un mec, en fait. Ah oui. Ouais. Une fois, mon copain Saliou en bout de baume, Jean-Phi, en pleine nuit à Rad, à Nouvelle-Zélande, quand on arrive sur Cook Strait. Et une autre fois, un truc de dingue, une histoire ahurissante, mais ça, je peux la raconter si ça fait plaisir. Toujours. On a, au départ de The Race, on part de Barcelone. Tout de suite, on prend un petit peu de retard. Les ballasts sont remplis, on s'en aperçoit pas, peu importe. Et on a un peu de retard au niveau de l'équateur. Donc, on est en bagarre. Et donc, on ne fête pas le fameux passage de l'équateur avec l'intronisation des jeunes impétrants. Il y en a un paquet. On est 13 ou 14 là-bas. On est trop nombreux, d'ailleurs, mais parce qu'on est en bagarre. Bon, on fait le tour du monde et on revient sur l'équateur, donc quelques 60 jours plus tard, je crois. Et là, il n'y a pas un pet de vent, c'est magnifique, la longue houle, l'équateur nickel, et on en profite pour faire la cérémonie. Donc je me fous du passage de la ligne. Du passage de la ligne de l'équateur pour les jeunes impétrants. Donc on se fabrique le trident, je me retrouve en Neptune, étant le plus gradé du bord, quand même. Et voilà, on badigeonne tous les copains, Julien Cressant, Dago, enfin tu vois, je me souviens plus exactement, le jeune Douillard, Thierry, tous les jeunes impétrants, ils sont badigeonnés de pourquoi d'huile d'olive avec autre chose. Et un par un, ils vont se rincer dans l'eau. Le bateau est énorme, il fait 27 mètres, je sais plus combien. Il est assez grand, il est très haut de franc-bord. Le tableau arrière est très haut, il n'y a pas d'échelle de coupée, ni même de bain. Et on met un bout, évidemment. Et puis un par un, ils vont se rincer, ils remontent. Tagalac. Dago, mon copain Xav, descend, va se rincer dans l'eau. On avance à 1 nœud 5, on est sous Genac et grand voile, il n'y a pas un pet de vent. Idéal. L'eau est à 28 degrés, tout se passe bien. Et là, il lâche le bout, parce qu'il vient de perdre sa montre, une montre Breitling, parce qu'on avait bossé avec Breitling pour des montres, les fameux orbiteurs,
avec le positionnement en 121.5, avec une antenne, on peut tirer le machin. J'avais bossé avec monsieur Ernest Schneider, le patron de Breitling à l'époque, super. Tout le monde avait sa Breitling, et mon Xavios, elle s'est accrochée au bout en descendant, elle est en train de couler par 5000 mètres de fond. Il lâche le bout pour essayer de rattraper sa montre, il remonte à la surface, on est déjà 10 mètres plus loin, parce qu'à 3 nœuds, on avance quand même, ou à 1 nœud 5, et on lui dit, t'inquiète pas, on revient. Et on fait tous l'erreur de, 1, ne pas balancer d'objets flottants à l'eau, 2, mon gars Jérôme, qui était notre caméraman à l'époque, Jérôme Tenny, le fixe du bras, donc je me dis, bon ça va, il l'a visuel, il est sur le roof, tout va bien, le temps d'enrouler, tout le monde à la manœuvre, c'est un gros bébé le machin. De faire demi-tour dans la molle empannée, revenir, on l'a perdu. On ne voyait plus. Rien. Et lui-même ne voyait plus. C'est ce qu'il nous a dit après. Ah oui. La longue houle atlantique dans de l'eau à 28 degrés, tout va bien, hein. Et on a mis 20 minutes à revenir dessus. Ah oui. Oh, putain. Et il a perdu sa Breitling. Et il avait perdu sa Breitling, mais c'était pas le moindre mal. Donc ça, j'ai encore des sueurs froides de temps en temps. Ça se joue à pas grand-chose, quoi. À rien. Il s'en souvient, hein, mon Xav. J'imagine. Il a chié dans son froid. Ou dans son slip, pour le coup. Quelle horreur. Alors, on attaque la route du Rhum 2002. Allons-y. Oh, ça, c'est un morceau de choix. Voilà. Tu veux pas un petit café? Non, tu veux pas un petit café? Ah si, moi je veux bien un petit café. On fait une petite pause pour le petit oui, café. Si ça vous dérange pas, messieurs, et on dames. réenregistre après. Bon, allez, donc on vous dit à tout à l'heure. Voilà, l'occasion du petit café proposé par Loïc est trop belle pour ne pas la saisir et on va donc le laisser à la veille de cette fameuse route du Rhum pour mieux le retrouver la semaine prochaine pour évoquer les 2 décennies suivantes de sa carrière, toujours aussi passionnante à explorer. D'ici là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce podcast, n'hésitez pas non plus à le partager et à nous donner 5 étoiles sur iTunes, c'est important pour le référencement. Enfin, si vous êtes passionné par la voile de compétition, je vous recommande de vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft qui est publiée chaque vendredi à 17h. Ça se passe sur tipandshaft.com. Merci, à bientôt.